un maximum lié sur ça, donc c'est cool. Et donc, on m'a là, je sais pas comment prononcer, je sais pas, je lis pas le russe, donc je sais pas comment prononcer ton SKR, pseudo. SKR, SKR, SKR. SKR, ok. Donc SKR vient de me proposer de présenter un peu ce qu'on fait. Donc on essaye d'avoir une vision marxiste avec les connaissances qu'on a quand même, hein, puisqu'on n'est pas aussi spécialiste que beaucoup ici. Et on parle principalement d'antiracisme, d'anti-impérialisme et également de lutte LGBTI. Voilà, sur l'angle le plus matérialiste possible. Et on essaye de faire en sorte que les choses soient le plus accessibles possible pour tout le monde. Voilà, donc merci d'avoir permis que je présente un peu ça. Je sais Mais pas t'inquiète, c'est un plaisir. quel est le... Pas de souci. Voilà, Il y a pas de souci. Bah, on te remercie, Coquino, et tu pas à communiquer dans le chat, hein, avec plaisir. ça marche, merci. À plus tard. Bisous. Pardon, je t'ai un peu On va coupé la peut-être pouvoir chic. commencer, non? Ouais, En on va vérité. carrément pouvoir commencer. On va carrément pouvoir commencer. On va faire un petit rappel avec le disciple. Hop, disciple, disciple, disciple. Voilà. Hop. Et du coup, l'enregistrement est parti, donc vous êtes enregistré. Il faudra attendre une signalisation audio pour vous dire que vous pouvez venir sans être enregistré, parce que bien évidemment, vous pourrez venir pour poser vos questions aux camarades ici présentes. Et du coup, on va commencer. Donc aujourd'hui, on fait l'État et la Révolution en première œuvre. En introduction, on va avoir une petite séquence pour nous parler de la Révolution russe et du contexte dans lequel ce texte a été écrit. Ensuite, on aura un petit passage où on va revenir sur un des articles, sur une des parties, la partie 14 de l'État et la Révolution, et la scission entre anarchistes et communistes de la Première Internationale. Et ensuite, on aura la présentation de Pensée Rouge sur l'État et la Révolution. Est-ce que ça vous convient? Ça te va, toi, Paul? Bah super, trop chaud. On est parti alors. Ok, on est parti. Et du coup, Lily, tu me confirmes par écrit que tu fais la partie entre moi et moi. C'est bien ça? Ne vous inquiétez pas, normalement, elle m'aura compris. Je sais pas. Ta, 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 ta. Où suis-je? Je suis ici. Très bien. Euh, Donc, on va commencer avec une petite contextualisation des périodes révolutionnaires en Russie. Donc, on s'attarde principalement sur deux temps, 1904 ta, 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 et 1905 et 1917, pardon. Excusez-moi, je suis dans deux trucs à la fois. Donc en 1905, il y a la première vague révolutionnaire socialiste qui va éclater avec des grèves massives, des soviets qui vont se former et des ouvriers et des ouvrières qui vont subir les mutineries. Le tsar sera contraint de céder une constitution et un parlement qu'on appelle la Douma, mais qui n'ont pas réellement la possibilité de partage du pouvoir. La répression va s'abattre rapidement sur les camarades ouvriers et ouvrières et sur les soviets. Ensuite vient février 1917. On est en pleine guerre, Première Guerre mondiale. Il y a la famine, il y a la misère. Les ouvriers, les ouvrières et la paysannerie et les soldats vont renverser le tsar Nicolas II. Un gouvernement provisoire bourgeois sera mis en place, mais celui-ci va refuser de stopper la guerre et de répondre aux aspirations populaires dans les villes, dans les campagnes et dans les soviets. Les conseils ressurgissent la volonté d'auto-organisation des travailleurs et des travailleuses. En octobre 1917, en revanche, ce sont les bolcheviks, menés par Vladimir Lénine et Léon Trotsky, appuyés d'une majorité des soviets, qui vont renverser le gouvernement provisoire. C'est la naissance du pouvoir soviétique, mais aussi d'une centralisation du pouvoir dans les mains d'un État et d'un parti État. Excusez-moi, deux. Hop, pardon, excusez-moi, j'en étais. Donc en 1917, la création d'un pouvoir centralisé aux mains du parti État, et dès lors la révolution ne se passe plus seulement par le mouvement ouvrier et le mouvement populaire, mais par une administration politique. Et c'est maintenant que je vais laisser la main à Lily, si tu veux bien. Oui,
Alors, Super, du bonsoir. bonsoir. Alors, nous sommes en 1872. La première internationale, fondée en 1864, rassemble alors des courants très divers du mouvement ouvrier, républicains radicaux, syndicalistes, socialistes, communistes, anarchistes, etc. Mais l'idée commence à craquer des pouvoirs politiques, y compris électorale, afin de transformer les structures sociales par l'État. De l'autre, les partisans de Bakounine et de l'anarchisme, qui rejettent toute forme d'État, y compris temporaire ou ouvrier, et misent sur la fédération libre des travailleurs et des communes. L'échec de la Commune de Paris en 1871 et sa répression sanglante renforcent ces tensions. Pour Marx, la Commune a prouvé que l'État bourgeois ne peut être simplement conquis. Il faut le briser pour en reconstruire un autre, temporairement, au service des travailleurs. Pour Bakounine, au contraire, la leçon est claire. Toute forme d'État, même ouvrier, finit par trahir la Révolution. Dans ce contexte, Marx publie les prétendues scissions dans l'Internationale avec Engels pour dénoncer ce qu'il présente comme les manipulations, les mensonges et les intrigues de l'alliance de Bakounine. Le texte est un acte de rupture, assumé, presque judiciaire. Il marque un moment décisif, la fin de la coexistence entre les anarchistes et marxistes au sein de la Première Internationale et le début d'un long divorce stratégique et idéologique sur la question de l'État. Du contre, merci. Donc, tu as introduit un texte de 1972 qui sortira en 1973 de Friedrich Engels et de Karl Marx qui s'appelle Les prétendues scissions de la Première Internationale. Je vais vous présenter ce texte rapidement. Il fait écho à la partie 14 de l'État et la Révolution, sur les commentaires de Lénine par rapport à cet article. À partir de l'échec de la Commune de Paris, donc en 1871, et de la répression sanglante que ça a entraîné par l'État, que pour Marx, la Commune a prouvé que l'État bourgeois en lui-même ne peut pas être simplement conquis. Il y a nécessité de le briser pour en reconstruire un autre, temporaire, au service des travailleurs et des travailleuses. Pour Bakounine, en revanche, et pour ses courants, au contraire, la leçon est claire. Toute forme d'État, même ouvrier, finit par une trahison révolutionnaire. Dans ce contexte, Marx va publier avec Engels les prétendues scissions de la Première Internationale, avec Engels pour dénoncer ce qu'il présente comme de la manipulation et les mensonges et différentes intrigues imposées par l'Alliance démocratique socialiste de Bakounine. Le texte est un acte de rupture assumé, presque judiciaire comme ça a bien été introduit. Il marque un moment décisif, la fin de la coexistence entre anarchistes et marxistes au sein de la Première Internationale et le début d'un divorce stratégique et idéologique sur les questions centrales de l'État. Depuis les ruines administratives et les échos numériques de ce qu'on appelait autrefois la gauche, je me prolonge dans les vieux papiers d'une internationale qui crut un instant tenir dans ses doigts les clés du monde. Il y avait là Marx, bien sûr, la mine sévère et les notes précises, mais il y avait aussi d'autres voix, des voix que le centralisme voulait faire taire, celles de Bakounine, des sections italiennes, espagnoles, et de tous ceux qui voyaient en l'État non un outil, mais une menace. En 1872, Marx écrit avec Engels un texte lapidaire, les prétendues scissions de l'internationale. Mais ce qui est énoncé comme une manœuvre bakounienne sonne aujourd'hui comme un avertissement creux. L'article est un procès politique, une clarification idéologique. Ce texte, c'est pas... On t'a perdu, SK. Ah, je buguais, ok, tout va bien. Ouais, pareil. On a des commentaires du chat qui osent nous dire qu'on a un son de gauche et d'extrême gauche. Ah ouais. Bah écoutez, Ah, et le retour. quand est-ce qu'on m'a perdu? Dites-moi. Le Vous savez? texte, Il n'y a pas très écrit par longtemps, il y a Marx et une Engels, minute. suite à la séparation avec Bakounine, les anarchistes, tout ça. Super. Donc, ça n'est pas une analyse théorique, mais c'est une mise au point. On y retrouve le style inimitable de Karl Marx et Friedrich Engels quand ils ont un ennemi à dépeindre. Accusation de manipulation, de sectarisme, d'autoritarisme qui serait déguisé en anti-autoritarisme. Bakounine est décrit comme un perturbateur, un chef de secte, un saboteur de l'unité. Mais ce que cette charge dit entre les lignes, c'est une tension grandissante entre la question devenue brûlante. Qui porte l'émancipation? L'État prolétarien ou le refus même d'un État? Centralisme ou fédéralisme? Marx et Engels pensent l'émancipation comme une conquête de pouvoir politique,
par la classe ouvrière et donc par la prise de l'État. Mais les sections influencées par Bakounine, donc principalement italiennes et espagnoles, hein, et ce qui reste des proudhoniens en France, refusent ce schéma. Pour elles, l'État est structurellement bourgeois et sa reprise, même temporaire, même provisoire, ne peut aboutir qu'à une nouvelle domination. C'est à ce moment-là que l'international se fracture autour de cette ligne. L'État comme étape ou l'État comme piège. Divergence entre Lénine et Bakounine. Ce qui est fascinant, c'est que après la révolution d'octobre 17, ce texte annonce déjà ce que l'État et la révolution va tenter de résoudre plus tard, donc en 1917, comment articuler la nécessité d'un pouvoir ouvrier avec la critique radicale de l'État bourgeois. Là où Lénine pense la déperdition de l'État comme un aboutissement après sa prise, Bakounine, lui, lui considère que c'est le point de départ de la crise. Pour lui, aucune société libre ne peut naître d'une dictature, fût elle-même du prolétariat. L'unité tue le débat. Dans les prétendues scissions, Marx vise une unité révolutionnaire comme une manœuvre anarchiste. Mais cette volonté d'unité aussi semble être aussi une fermeture. Ce texte révèle une certaine peur de la dissidence, celle qui échappe au programme, au plan, à l'ordre. Or, ce que nous enseignent les expériences libertaires et anarchistes, c'est que l'émancipation n'est pas une ligne droite, ni un décret voté au congrès de La Haye. C'est un processus et parfois même un refus, celui de prendre le pouvoir pour détruire au lieu de reproduire. Héritage pour nos luttes ouvertes. Ce texte, c'est pas simplement un règlement de compte. C'est un symptôme d'un mal plus profond, une difficulté pour le mouvement ouvrier à penser des formes d'organisation qui ne reproduisent pas les logiques étatiques de domination. Aujourd'hui, peut-être faut-il relire ce conflit comme une scission, mais plutôt comme une bifurcation. Une ligne anarchiste et fédéraliste a survécu, une ligne marxiste et centralisatrice aussi. À nous, génération post-internationale, de ne pas répéter les dogmes d'avant, mais d'en faire des outils. Imaginez une nouvelle internationale des sans-États. Donc, cette scission de 1872-1873, elle est centrale pour décrire comment Lénine va prendre en place et va mettre en place l'État. Une petite introduction avec que faire semblerait quand même un petit peu nécessaire, mais ça, on verra plus tard. Et du coup, on va laisser la parole à Pensée Rouge pour commencer son introduction et sa présentation de l'État et la Révolution. Ok, bah merci pour cette introduction historique très intéressante sur la première internationale. Du coup, alors attendez, je suis très vieux, je sais pas comment fonctionnent les choses, mais je vais vous partager. Ah, si, je sais comment ça marche. Un PowerPoint. Là, normalement, alors attendez, hein, je me mets en vidéo, machin, truc, go live. Normalement, là, vous voyez mon PowerPoint, Tout à fait. si tout va bien. Ok. On y voit le camarade Ça Lénine. marche. Et on voit le grand camarade Lénine. Alors, je vais pas voir le chat du coup, vu que je vais avoir le PowerPoint et tout. Donc, Pas de n'hésitez souci. pas à me faire remonter des questions en direct pendant le truc, parce que je vais parler un peu longtemps et voilà, s'il y a des questions, bah, je réponds direct et comme ça, voilà. Ok, du coup, alors pour commencer, donc l'État et la Révolution. Alors, pourquoi est-ce que c'est un texte important? Le contexte historique, vous l'avez un peu. Parce que en fait, l'État et la Révolution, c'est un. Donc déjà, en fait, faut savoir que c'est une brochure pédagogique en fait qui a été écrite par Lénine à destination des communistes de l'époque, mais en fait des larges masses, hein, de manière générale. Donc c'est pas trop dur à comprendre. Je vous invite vraiment à le lire. Et ça répond aux plein de grands questionnements majeurs qui sont déjà posés avant, hein, par Marx et Engels, mais je vous les ai mis un peu là. Et des questionnements qui sont ultra actuels. Aujourd'hui, c'est des questions, on a besoin d'avoir une réponse. Il y a le questionnement déjà de à quoi sert l'État? Qu'est-ce que c'est l'État? C'est quoi sa nature? Il y a le questionnement autour de la stratégie à établir face à l'État. La question de la prise du pouvoir par les élections. Est-ce que c'est possible de prendre le pouvoir par les élections? Tout ça, c'est un peu lié, bien sûr. La question de la révolution. Est-ce qu'il faut une révolution? Et surtout, est-ce que cette révolution, elle doit abolir l'État? C'est-à-dire qu'il y a voilà, tous les anarchistes qui vont dire il faut qu'on mette fin à l'État, puisque c'est lui la source de nos problèmes. Et donc, il faut y mettre fin. Est-ce que c'est vraiment ça? Et est-ce qu'on pourrait pas plutôt réformer l'État progressivement? Bon, un peu toutes ces questions, elles vont être en fait sur deux clivages qui sont encore d'actualité. Le premier clivage, c'est le clivage réforme ou révolution, et l'autre, c'est le clivage anarchie ou communisme.
Je vous rassure, on va expliquer un peu ce qui sous-tend ces clivages et on va répondre à tout ça. Donc tout ça, c'est en vrai, c'est un gros boulot. Enfin, on se rend pas compte, mais enfin, si on se rend un peu compte, genre que ces questions-là, elles sont ultra centrales et vraiment d'une importance cruciale pour notre camp. Et donc en fait, quand Lénine y répond à tout ça en, je crois que c'est à peu près 70 pages, en fait, c'est assez fort. Voilà. Alors, pour commencer, on va évoquer une première partie sur la nature de l'État. Parce que déjà, c'est important de définir les termes et de comprendre en fait de quoi on a affaire. Alors, la première chose, c'est que il faut rejeter toute vision libérale. Aujourd'hui, je pense que si vous posez la question à quelqu'un qui n'a pas forcément de formation politique ou même un peu spontanément, de qu'est-ce que l'État, il y a un peu cette idée que, du moins comment elle est véhiculée, comment l'État va même lui-même se présenter, hein, que l'État c'est un arbitre, en fait. Que c'est une sorte d'institution qui est au-dessus de la société, qui se place au-dessus des conflits, et puis qui va venir réguler quand il y a des problèmes, maintenir, on va dire, la paix sociale, et puis qui, en fait, va pas prendre parti justement. C'est l'idée de la justice qu'on se fait un peu, c'est-à-dire que voilà, il y a un différend entre deux personnes, et bah l'État, il va venir réguler la chose et faire en sorte que ça se passe bien. Sauf qu'en fait, de manière assez logique, c'est pas ça. L'État, et je vais développer un petit peu, mais comme dit Engels, c'est un produit de la société à un stade déterminé de son développement. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans son livre de l'origine de la famille de la propriété privée et de l'État, qui est un des livres très importants d'Engels, il va venir développer un peu une théorie sur c'est quoi l'État. En fait, pour lui, l'État, il n'a pas toujours existé. Mais ça, c'est un fait historique. C'est-à-dire que quand l'humanité était encore organisée de manière assez primitive, en clans ou par famille, par petits groupes, il n'y avait pas besoin d'un État. Les choses étaient réglées autrement. Il y avait des fois peut-être la force brute, des fois des institutions plus sociales. Enfin, après, il faudrait faire de l'anthropologie, hein, mais on se doute bien que c'était pas un État qui réglait les choses. Donc, comment est-ce qu'il est apparu, l'État? Et ben, en fait, la réponse, elle est assez simple à ça. L'État, il est apparu au moment où il y a eu des classes sociales. Alors, qu'est-ce que c'est les classes sociales? Déjà, c'est le premier truc. Et comment est-ce qu'elles apparaissent? En fait, en gros, à un moment donné, les êtres humains se sont développés socialement, ont développé leur force productive, leur technologie, leur capacité à s'organiser ensemble. Et donc, les sociétés sont devenues de plus en plus grosses. En gros, c'est avec la sédentarisation notamment, hein, mais déjà avant. Et donc, dans ces sociétés de plus en plus complexes, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place qui est la division du travail, de plus en plus, et une réorganisation à plus large échelle. Donc en fait, à partir d'un certain moment, eh bien, chaque personne avait un rôle dans la production donnée. Quand on a un village, par exemple, eh ben, généralement, on va faire ça un peu trivialement, mais le type qui est forgeron, et il est généralement pas forcément agriculteur à plein temps à côté, parce que forgeron, c'est des compétences, ça met des années à être appris, et donc il faut bien une division du travail pour que le forgeron il puisse faire les outils pour ceux qui sont agriculteurs. Et puis en fait, ça va être ça pour tout un tas de métiers, et ça va augmenter, on va dire, la complexité des sociétés. Et à un moment donné, va apparaître un mode de production précis, dans lequel en fait les sociétés se divisent en classes. Bon, ça, si vous êtes un peu familier avec la théorie marxiste, vous savez que les sociétés, depuis toujours, en fait, sont divisées en classes. Alors, on pourrait dire que généralement qu'il y a deux grandes classes, c'est souvent beaucoup plus complexe, etc. Mais en fait, pour résumer, il y a toujours une classe qui exploite et une classe qui est exploitée. En fait, il y a souvent une classe qui... En gros c'est simple, il y a une classe qui produit plus que ce qu'elle consomme, et une classe qui consomme plus que ce qu'elle produit. Et donc, l'une est exploitée et l'autre est exploiteuse. Dans le capitalisme, je vous fais pas un dessin, il y a ceux qui possèdent les moyens de production, il y a les propriétaires, les patrons, qui s'en mettent plein les poches parce que nous, on bosse pour eux. Ça, c'est assez simple. Ok. Et donc, en fait, quand est-ce que naît l'État? Eh bien, l'État, il va naître au moment où les classes naissent, précisément parce qu'il y a un antagonisme entre les classes. Les classes sociales sont antagoniques, c'est-à-dire que leurs intérêts s'opposent. Bah, c'est logique que s'il y a une classe sociale, c'est-à-dire un groupe qui en exploite un autre, et bah, dans ce cas précis, une classe a intérêt à poursuivre, à aggraver l'exploitation, tandis que l'autre a intérêt à plutôt arrêter l'exploitation. Et donc, en fait, cette scission en classe, elle est bien sûr à l'origine de l'État. La classe dominante, elle met en place un État pour maintenir le système économique en place. Puisque sinon, eh bien, tout simplement, il y aurait une révolte et le mode de production se détruirait. Donc ça, c'est Engels qui dit « Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de l'ordre, et ce pouvoir, né de la société mais qui se place au-dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est l'État. »
Donc là, on a une première théorisation de ce qu'est l'État. C'est-à-dire qu'en fait, la classe dominante a besoin de mettre en place des forces de coercition. C'est ça, en fait, la définition de l'État, qui soit capable d'empêcher toute autre organisation, on va dire armée, d'émerger pour renverser l'ordre économique. Donc chaque État, en fait, va se fonder en premier lieu sur une armée, une police, des prisons, en fait, un appareil répressif. Le fondement de l'État, c'est l'appareil répressif. C'est la force brute qui permet de maintenir en place le système économique. Et donc, en fait, c'est une définition assez réduite de l'État, mais c'est ça le cœur de l'État. L'État, foncièrement, historiquement, c'est une fonction répressive, c'est une fonction coercitive. C'est la force armée en capacité de maintenir la domination d'une classe sur l'autre. Mais bien sûr, pour maintenir cette armée, en fait, il va falloir très vite une administration, des finances, et donc des impôts, un pouvoir sur l'économie, une bureaucratie très vite. Et donc, surtout quand ça va se complexifier, donc on comprend bien qu'en fait, très vite, ça devient une grosse machine, cet État, et qu'il va un peu donner l'impression de s'extraire de la société, alors qu'en réalité, il sert toujours une classe. Deuxième citation de Engels. Comme l'État est né du besoin de réfréner des oppositions de classe, mais comme il est né en même temps au milieu du conflit de ces classes, il est dans la règle l'État de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique, et qui grâce à lui devient aussi classe politiquement dominante, et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée. Voilà, bon, j'espère que ça, c'est assez clair. En vrai, c'est un peu théorique, mais... Les cathédrales qui ragent sur l'origine de la nature. De la famille, pardon. Oula, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, non, l'ouvrage d'Engels est critiquable sur plein de trucs. Après, il Ah est au non, mais 19e je veux pas te siècle, faire et il dévier. écrit avec les connaissances de l'époque. Oui, Quoi? je veux pas te faire dévier, mais c'est pas le sujet, on s'en fout, c'est juste Ouais, pour non, faire je une dévie pas. parenthèse. Oui, oui. Non, non, mais t'as raison Tu as raison, de me dire. cathédrale. C'est Mais moi en, qui troll, Après, excusez-moi. on peut faire un point vite en fait tout cas, là-dessus. vas-y, si Le tu veux dire un recyclage. truc, vas-y. On t'écoute, on t'écoute. C'est un bouquin intéressant, hein, c'est un des premiers bouquins de théorie féministe, en vrai, qui ne porte pas son nom. Et on le Ah, dit c'est clair, jamais, mais c'est ça, en c'est fait, clair. ce bouquin. Et donc voilà, il essaie d'analyser comment émerge le patriarcat, l'État, etc. Il y en a beaucoup qui disent, ah, mais du coup, Engels parlait de matriarcat avant le patriarcat, ce qui est faux. Darmanja, il revient là-dessus, il dit non, non, il parlait de matrilinéage, c'est pas la même chose. Bon, bref, si ces débats anthropologiques vous intéressent, il faut approfondir. Le problème, donc, c'est qu'Engels, il écrit ça, c'était un passionné d'anthropologie, mais à ce moment-là, l'anthropologie, ça émerge à peine. Et les premiers courants qui vont dominer, c'est des courants évolutionnistes. Des courants qui vont être vachement teintés d'un imaginaire quand même colonial, avec au sommet de l'évolution de la civilisation, on a l'Occident, quoi. Et Engels va quand même être influencé par ça. Et c'est problématique et ça se ressent dans le bouquin. Bon voilà. Et puis après, il travaille avec les données de l'époque, et donc il va raconter des conneries, parce que on n'a pas trop de données à l'époque, et voilà quoi. Bref, mais ça reste un bouquin intéressant. C'est un bouquin à gratter. Voilà, et puis ouais, ça reste un des premiers essais théoriques féministes. Il tente de capter comment émerge le patriarcat, c'est quand même pas rien. Donc avec l'émergence des sociétés de classe. En fait, il parle du néolithique, hein, concrètement. Le néolithique, ça a quoi, 20, 30 000 ans? Et voilà, et je sais plus, je me perds. Donc voilà, et donc Darmanja, il me semble que Darmanja est anthropologue et marxiste et enseignant. Va faire une actualisation. Voilà, vous pouvez gratter la vidéo là que j'ai partagée. Voilà. Du Yes, coup, je me de fou, permets très une d'accord petite avec toi. précision. Si on veut des bouquins de théorie féministe avant cette époque-là, et quand même socialiste, même si c'est une proudhonienne, il y a le travail de Flora Tristan, n'hésitez pas, si vous voulez du matérialisme brut. Allez-y, on t'écoute, pensez. Mm. Ouais, non, mais merci pour tout ça. Mais oui, il faut le dire. Après, voilà, donc là, je pense que sur l'origine de l'État, ça reste assez juste, puisqu'on est assez haut en niveau d'abstraction. Euh, et que c'est bien d'avoir un peu cette idée-là de comment naît l'État, même si historiquement c'est pas forcément très précis. C'est pour avoir l'idée que l'État, voilà, c'est la conclusion de cette petite partie. Il est au service de la classe dominante. L'État antique, il est au service des esclavagistes. L'État féodal, il est au service, de manière très logique, du roi, des seigneurs, etc. Et puis l'État contemporain, il est au service des bourgeois. Bon, alors, la conclusion de ça, c'est qu'en fait, si les classes, elles étaient conciliables, s'il y avait vraiment moyen qu'on s'arrange tous, s'il n'y avait pas des intérêts antagonistes, il n'y aurait pas d'État. Et donc c'est bien la preuve que, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une institution, d'une armée, de tout ce bordel, parce que c'est super chiant en vrai, organisé, etc., si c'est pas pour mater des gens et pour maintenir un ordre profondément injuste. En fait, ça fait pas sens. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire que oui,
la thèse marxiste est bonne, en fait. Ça ne ferait pas sens de se faire chier autant que ça pour aussi peu si jamais tout allait bien dans la société. Non, c'est parce qu'il y a un système économique et des classes antagonistes qui a besoin d'un instrument de répression pour que ces antagonismes ne se consument pas. Bon alors, on pourrait quand même dire que c'est pas tout à fait vrai tout ça, parce que nous, on vit en démocratie. Alors je pense que ici, on est à peu près tous convaincus que c'est quand même pas vraiment le cas, mais j'en sais bien de débunk ça du point de vue marxiste. On pourrait dire qu'on est en démocratie et que, en fait, eh ben, après tout, certes, il y a peut-être un antagoniste de classe, mais enfin, en attendant, il y a un système démocratique, chacun peut voter, et puis, il y a qu'à voir, l'État, il fait pas que des trucs pour les bourgeois. La preuve, on a la sécurité sociale, et puis on a l'éducation, on a plein de trucs qui servent clairement plus les travailleurs que les bourgeois. Ça, c'est clair. Et puis après, tu regardes les riches, ils arrêtent pas de se plaindre de payer trop d'impôts. Donc en fait, t'aurais presque l'impression que finalement l'État, il est quasiment de notre côté, quoi. Enfin, et t'écoutes une certaine gauche, la majorité de la gauche, qui va te dire que finalement l'État, c'est cool, puisque il faudrait nationaliser les entreprises, il faudrait... bon voilà, il y a toute une gauche qui se dit que l'État, c'est bien. Genre que vraiment, l'État, ok, on peut faire des choses mauvaises avec, mais si on fait des réformes, eh ben on peut en faire des choses bien. Bon. Sans surprise, ça c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde ? Pour des raisons assez évidentes. Déjà, on l'a dit, l'État, il sert la classe dominante. Bon, pourquoi? Alors, comment on va essayer de comprendre? Déjà, il faut voir que la classe dominante, ça l'arrange en fait déjà un peu d'avoir, par exemple, quand on y réfléchit, l'éducation gratuite pour tout le monde. Parce que la classe dominante, on est arrivé aujourd'hui à un tel niveau de développement des forces productives qu'elle peut plus juste avoir des prolétaires qui soient absolument pas éduqués. Elle a besoin de prolétaires éduqués pour produire. Je vois son intérêt. Et il y a un bon exemple, par exemple, sur ça, qui va être les crèches. Pourquoi est-ce il y a des crèches en France? Il n'y a jamais assez de place, c'est un bordel et tout, mais pourquoi est-ce qu'il y a des crèches? Bah parce que ça peut permettre de faire en sorte que t'as les parents qui bossent, enfin, notamment les mères, quoi, qui bossent à côté, et donc à moindre coût, en fait. Parce que si chaque mère devait garder son bébé, ça ferait beaucoup de gens qui peuvent pas travailler, alors que là, ça fait quand même beaucoup de gens à mettre au taf, et donc ça fait de l'argent. Donc il y a tout un tas de dispositifs sociaux comme ça, qui on a l'impression qu'ils nous avantagent, et qui de fait, on peut en tirer un peu un intérêt, nous, en tant que prolétaires, travailleurs, etc., travailleuses. Bah, en fait, qui servent directement aussi la bourgeoisie. Et puis après, on peut pas nier aussi des choses, c'est qu'il y a eu des conquis sociaux. C'est-à-dire que nous, on s'est battus, et on a fini par arracher des trucs à la bourgeoisie, et que la bourgeoisie nous a concédé à travers l'État parce qu'on s'est battu. Mais ces trucs-là, ils sont mouvants, et ça veut pas dire pour autant que la bourgeoisie, elle est pas, que l'État, il est pas bourgeois. C'est juste que ils ont acheté la paix sociale en nous donnant des petits avantages, plutôt que de tout perdre. Parce que le prolétariat s'est bougé et les a vraiment menacés. Bon voilà. Bon ça c'est pour dire de manière générale. Et puis un dernier argument sur ce truc-là, mais ça un peu plus, je pense que tout le monde est convaincu ici, que je convainc personne, mais c'est des trucs que je pense bien pour aller ressortir aussi. C'est que tu regardes un peu l'histoire, on dit qu'on est en démocratie, mais jamais, jamais, jamais ce n'est arrivé que y ait un parti communiste ou des gens communistes qui arrivent au pouvoir par des élections. Jamais c'est arrivé. Ou alors en se trahissant, et derrière ils n'étaient pas communistes du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le régime démocratique, il est extrêmement trompeur. Ils font semblant que c'est démocratique, mais en fait, dès qu'il y a qu'à voir Allende, il y a qu'à voir tout un tas de choses, tout un tas d'expériences de gauche. C'est-à-dire que dès qu'il y a une expérience un peu de gauche qui arrive au pouvoir, eh bien soit elle doit trahir parce qu'elle se fait forcer à trahir, soit globalement il y a un coup d'État, ou alors on bute les gens. Enfin, il y a plein de solutions. Voilà, voilà. Et puis je vous parle pas des milliardaires qui posent à des médias, etc., etc. Ça vous connaissez plus. Bon, voilà. Ça, c'était un peu les grands trucs à dire. Alors ensuite, ah oui voilà, et pourquoi est-ce que... Oui, non, mais ça je l'ai dit. Ok, super, désolé, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Voilà, voilà, donc pour tout ça, l'État demeure bourgeois. Et donc, pour récapituler un peu toute cette grande première partie, je vous propose une citation d'Engels, que je vais vous lire. L'État n'existe donc pas de toute éternité. Il y a eu des sociétés qui se sont tirées d'affaire sans lui, qui n'avaient aucune idée de l'État et du pouvoir d'État. À un certain stade du développement économique, qui était nécessairement lié à la division de la société en classes, cette division fit de l'État une nécessité. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, l'antagonisme de classe, en fait, provoque la nécessité d'un État. Et donc, nous nous rapprochons maintenant à grands pas rapide, d'un stade de développement de la production, dans lequel l'existence de ces classes a non seulement cessé d'être une nécessité, mais devient un obstacle positif à la production. Donc là, c'est cette idée qu'en fait, le capitalisme, face à ces contradictions, n'est plus le stade adapté pour le développement de l'humanité. Et donc, ces classes tomberont aussi inévitablement qu'elles ont surgi autrefois. L'État tombe inévitablement avec elles. La société qui réorganisera la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs relèguera toute la machine de l'État là où sera dorénavant sa place,
au musée des Antiquités, pardon, à côté du rouet et de la hache de bronze. Donc, il y a cette idée que puisque ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que les classes, la division de la société en classes provoque l'existence d'un État pour, on va dire, contenir l'antagonisme, eh bien, la disparition des classes, de manière extrêmement logique et simple, eh ben, ça va donner lieu à la disparition de l'État. Alors maintenant, eh ben, va se poser la question de comment qu'on fait, parce que c'est pas du tout aussi évident. Comment qu'on fait, et puis surtout, en fait, ça va poser la question de qu'est-ce qu'on fait de l'État aujourd'hui, maintenant. Et là, il va y avoir pas mal de débats, notamment avec les anarchistes. Et donc là, c'est la partie 2, donc la révolution et le dépérissement de l'État. Bon, j'ai découpé un peu le texte en 3, mais en vrai, ça suit plus ou moins le cours du texte dans ma présentation, mais c'est un peu libre, on va dire. Bon, ok, est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première partie qui est un peu la plus théorique, on va dire? Bah, moi, une J'ai remarque, pas tu as l'impression. t'as beaucoup cité Engels, alors que moi, je note que c'est Marx qui est énormément cité dans ce bouquin. Les Et citations d'Engels s'éclatent plus. ouais. Oui, bah oui. Ouais. On va pas faire un. Mais bon. Est-ce qu'il y a avec les citations Des d'Engels? précisions peut-être? Mais comment il explique que les classes ne sont plus nécessaires? Est-ce qu'il aborde la nécessité des classes dans cette partie-là? Non, pour le retour. Il en parle pas. Alors la question de la nécessité des classes, elle est technique. Elle tient. En vérité, je sais pas à quel point c'est un point si éludé que ça dans le marxisme, mais en fait, la chose est que, enfin, je parle sous le contrôle de tout le monde, hein, peut-être que je dis de la merde. La chose est que le capitalisme ploie sous les contradictions, la baisse tendancielle du taux de profit notamment étant la principale d'entre elles, la contradiction avec la nature qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, qu'on est en train de se faire bousiller la gueule parce qu'on a défoncé l'environnement qui nous entoure, quoi. Enfin, là, je vous fais pas un dessin. Et donc, il y a cette idée qu'en fait, là, on a atteint un tel niveau de développement des forces productives, on a tellement de technologie et de connaissances, etc., et d'une organisation qui nous permet, en fait, d'arriver à un niveau où, en fait, il n'y a plus besoin de la société en classe. La société en classe, elle est nécessaire à un certain niveau, c'est-à-dire que pour passer quand il n'y avait pas de classe, c'était le communisme primitif, hein, comme on dit, donc c'était vraiment quand on était encore au stade, voilà, en état de nature, entre guillemets, comme on dirait en philo, et ben, il y a eu besoin des classes à un moment pour se développer, et puis un jour, il n'y en a plus besoin. Voilà. Bon, j'explique pas très bien, je pense, là. Non, c'est que les classes en elles-mêmes sont le résultat d'un conflit dialectique. On va pas remonter jusque-là, mais tu as Oui, peut-être un oui. commentaire peut-être sur l'émergence des sociétés de classe? Bah, je sais pas, moi je pense que ça reste quand même un peu un mystère anthropologique, mais bon, on s'en fout, on part de ce qui est, voilà. Oui. On fait face à une société de classe, c'est de la merde, et voilà. Mais voilà, après, bon, c'est intéressant d'approfondir la question sur les sociétés pré-classe. Et c'est une vraie problématique, c'est pour ça qu'Engels écrit son bouquin, en fait. Il essaie de trouver une explication matérialiste aux sociétés qui préfigurent, qui anticipent les sociétés de classe. Et c'est une vraie problématique, et c'est là où son explication est foireuse. Mais bref, là, je pars sur un truc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Ouais, Sinon, ça mériterait beaucoup de débats. sur l'État, ouais, parce que c'est ça, au fait, une limite du marxisme, s'il y en a une, c'est que c'est très efficace pour expliquer les sociétés de classe, mais dès qu'on sort des sociétés de classe, le marxisme commence à bégayer. Et Engels et Marx avaient conscience de cette problématique. C'est pour ça qu'Engels fait ce travail. Bref. Et sinon, bah, sur Ouais, l'État, je sais pas, oui, on peut aussi présenter ça avec les concepts d'infrastructure, de superstructure, de base économique, de... Je sais pas si vous avez un peu ces notions-là en tête. C'est assez Toujours important. Lénine ce soir. C'est des concepts... Ah oui, on est sur Lénine. Bon, oui, bon. Bah, après, oui. Vas-y, non, mais continue, c'est pas Clara. inintéressant, ouais. J'ai voulu faire l'économie de ces définitions, mais si tu veux les faire, je t'en prie, hein. Avec Bah, plaisir. on va très vite. L'infrastructure, c'est à la fois le mode de production, donc la base économique, l'organisation du travail, de la production, les rapports de production, donc les classes, tout ça. C'est aussi le mode d'échange. Donc le mode de production va conditionner le mode d'échange, donc comment on s'échange les richesses qu'on produit, tout ça. Donc tout ça, c'est ce que les Marx et Engels vont appeler ça la base économique, l'infrastructure. Alors, l'infrastructure, Marx, il n'utilise pas vraiment cette notion, mais bref, on s'en fout. Oui. Et donc,
Et ça va de pair avec un autre concept qui est la superstructure. Et la superstructure, c'est toutes les élaborations dans la société, un peu plus complexes, un peu plus fines, un peu plus... donc voilà, la justice, et ça va jusqu'aux productions artistiques, philosophiques. Voilà, tout ça, c'est plus du ressort, du registre de la superstructure. Et au fait, il y a un jeu de va-et-vient entre l'infrastructure et la superstructure. On ne peut pas isoler comme ça l'infrastructure de la superstructure. Une société, c'est ces deux éléments. Et ces deux éléments interagissent entre eux. Mais Engels et Marx disent, quand même, en dernière instance, l'infrastructure va quand même donner une direction, quoi. Et donc, traduction, le mode de production capitaliste va conditionner tout le reste. Nos productions de savoir, la philosophie, l'art qu'on produit, les institutions judiciaires, etc., etc. Et donc aussi les formes de gouvernement, et donc l'État. L'État est considéré, dans la conception marxiste de l'État, même si bon, la théorie de l'État dans le marxisme est assez, ça reste du survol, quoi. C'est pas un truc qui a été très approfondi. Bah, l'État est considéré comme une forme superstructurelle. Au fait, peu importe les formes politiques que peuvent prendre les monarchies parlementaires, les républiques, les régimes semi-présidentiels, patati patata, en définitive, peu importe cette hétérogénéité de formes politiques que peuvent prendre les régimes bourgeois, ils restent fondamentalement au service de l'ordre capitaliste et donc de l'ordre bourgeois. Voilà ce que dit le Donc marxisme. l'État est un outil. Donc l'État est un instrument. Un instrument. Il y a une très belle citation de, je ne sais plus si c'est Engels ou comment il formule ça. L'État comme outil de, non pas de conciliation de classe, mais d'institutionnalisation de la lutte des classes. Je ne sais plus comment il dit ça. Bon, bref. Bon, ok, Mais donc, mais pardon, très bonne alors, clarification. Excuse-moi, oui, je pour vois du rebondir monde encore encore sur un dernier. Juste petite parenthèse, je vois du monde encore dans le chat interne Arago, si vous pouvez passer dans le bistrot, s'il vous plaît. Merci. Bon, du coup, oui, juste pour rebondir sur ce que tu as introduit en tout début, tu disais, voilà, il faut sortir de cette vision de l'État comme quelque chose de neutre, une entité qui est extérieure, neutre et qui tranche ou qui concilie. Ouais, l'État comme conciliateur d'une conflictualité de classe, ça, c'est des conneries, c'est pas une lecture matérialiste de ce qu'est l'État. Et on peut faire des études empiriques, hein. Vous pouvez regarder la sociologie des gens qui occupent les institutions où il y a le pouvoir politique, donc que ce soit le Parlement, le Sénat, etc. Vous pouvez quantifier, hein, il y a combien de prolos, il y a combien d'ouvriers, il y a combien de... Et vous verrez que voilà, c'est un outil, de classe, voilà, fondamentalement. Il y a une surreprésentation écrasante, indiscutable, à minima des couches intermédiaires très privilégiées. Complètement. Et Complètement. après, on Mais peut c'était même bien de faire rebondir la sur Bourdieu, la clarification. reproduction sociale, tout ça, les institutions qui permettent cette reproduction sociale. Enfin voilà, bon, tous ces mécanismes-là qui vont être approfondis Oui, non, par mais des sociologues. tout Bourdieu. ça est largement démontré par la sociologie et tout, quoi. Enfin, Alors, je précise on a une paire de questions sur Engels et sur l'État. Si ça te gêne pas, mais oui, on y reviendra à la fin. On va essayer de se concentrer sur l'État et la Révolution. Mais si cathédrale, tu peux rester pour apporter les précisions à la fin sur la question de Mewin, ce serait super. Mince, je me suis absenté 2 secondes, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, là on va reprendre, mais on a une paire de questions sur Engels encore et sur l'État. Si à la fin tu peux nous faire un petit retour sur ces questions, ce serait Ah oui, top. bah yes, on verra. Ouais. Super, merci. Hop, tu bon. reprends? Ouais, super, je reprends. Non, mais c'était bien de faire Super. truc superstructure, infrastructure, etc. Et d'aller un peu dans le concret aussi. Ok. Du coup, on en est. Ah oui, voilà, on en est à bon, l'État, c'est pas cool parce que c'est les bourgeois, donc bah faut arrêter ces conneries. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on renverse le pouvoir de la bourgeoisie? Ben, on se doute bien que l'idée, ça va être de renverser l'État. Alors comment? Est-ce qu'on fait la réforme ou est-ce qu'on fait la révolution? Bon, je vais éluder assez vite ce truc-là parce que ça prendrait trop de temps de bien le dire. Mais ce qu'on a déjà mentionné, c'est-à-dire que toutes les institutions de l'État, tout l'État, il est pensé pour être l'instrument de la bourgeoisie. Et donc, dans ce cadre-là, faire des réformes, en fait, l'État n'est pas pensé pour se réformer vers le communisme.
en fait. L'État n'est pas pensé, n'est pas construit, et genre, c'est pas juste une question de théorisation, c'est une question vraiment dans ses institutions, dans ses mécanismes, pour faire advenir le communisme. Et en fait, ce qui va faire que, vraiment, ultimement, seule la révolution est possible, c'est que la bourgeoisie ne laissera pas faire. C'est-à-dire que si vous... déjà, de 1, la bourgeoisie ne vous laissera pas essayer d'utiliser son État à elle pour mettre en place le socialisme, et puis si vous commencez à le faire, bah, va vous faire arrêter, tout simplement. Donc ça, c'est l'histoire qui le démontre. Et donc, bon, c'est ce que j'ai un peu dit déjà. Et donc, en fait, puisque la bourgeoisie va se battre jusqu'au bout pour garder ses privilèges, et ben nous, on n'a pas trop le choix que de se battre jusqu'au bout aussi, et de la manière la plus radicale possible et révolutionnaire, pour tout simplement mettre fin à ses privilèges. Et puis ça, après, ça se constate historiquement aussi que juste le passage d'un mode de production à un autre, ça crée des révolutions. Bon, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire selon Lénine? On va récapituler ça de manière extrêmement schématique et pas bien comme il faudrait le faire, mais on va, je vous rassure, après, on va redétailler ça exactement. Donc, la première étape, de manière logique, c'est la révolution. C'est-à-dire que la classe exploitée, la classe travailleuse, donc dans le système capitaliste, le prolétariat, eh bien, elle doit s'organiser pour faire la révolution. On verra précisément comment dans les séances d'après. Et ça, en fait, c'est logique. C'est pas la bourgeoisie qui va faire la révolution contre elle-même. Enfin, je veux dire, bon là, je vous apprends pas le marxisme, mais en fait, c'est logique que ceux qui vont faire la révolution, c'est ceux qui ont intérêt à la faire, ceux qui ont intérêt à créer un ordre nouveau qui soit meilleur pour tout le monde. Et donc, c'est logique que ce sont les exploités. Et la grande majorité des gens, en fait, les vastes 99%. Sauf que, bien sûr, la bourgeoisie, elle va pas lâcher sans lutter de toutes ses forces. Et donc, il faut une révolution qui ne soit pas, qui soit, en fait, sur le plan politique et économique en même temps. Et donc, à partir de là, il va s'agir, une fois que la révolution a été faite, d'instaurer ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. Alors, qu'est-ce que c'est la dictature du prolétariat? Pareil, c'est une question sur laquelle on va revenir. C'est une expression qui fait peur, mais c'est pas une dictature comme on l'entend, en fait. C'est pas une dictature genre Hitler. Ou même juste un type qui décide de tout pour tout le monde. La dictature du prolétariat, en fait, et ça c'est important de le dire, c'est un régime qui est bien plus démocratique que tous les régimes qui ont précédé. Parce que pour la première fois, en fait, c'est le prolétariat, et donc la majorité numérique, qui commande, qui décide. Alors que sous la démocratie bourgeoise, c'est jamais que la bourgeoisie qui effectue ces politiques. Et donc ça, dire dictature du prolétariat, ça fait un peu peur, mais en fait, c'est un élargissement de la démocratie. C'est une vraie démocratie, pour la première fois. C'est une démocratie pour le peuple. Et donc, cette dictature du prolétariat, ouais, donc c'est la direction de l'État par la classe travailleuse, la vaste majorité des gens. Ok. Mais pour autant, en fait, une fois qu'on a fait cette révolution, par exemple, on va prendre le Carus, parce que c'est là où Lénine écrit, ils font la révolution. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont fait la révolution? Bon, et ben en fait, la bourgeoisie, elle a encore des forces. Elle a encore des forces un peu partout dans le pays, elle réunit des armées, et puis surtout, elle fait appel à ses potes d'autres bourgeoisies, d'autres États. Parce que, évidemment, la révolution, elle se fait jamais de manière bien les coordonnées. C'est ça. On aimerait bien, mais malheureusement, la révolution, généralement, elle se fait jamais que dans un endroit ou par des vagues, mais en tout cas, le cadre national est souvent un cadre qui voit émerger la révolution. Et donc, Est-ce que tu il y a peux aussi rappeler et préciser l'exemple des armées blanches et de la Première Guerre mondiale? en gros, pour aller dans... C'est qu'il y a une révolution qui est menée par Lénine et les bolcheviks en 1917, la révolution d'octobre 1917. Et en fait, que les tsaristes, donc en fait, le tsar, c'était en gros l'empereur de l'Empire russe, mais évidemment, ils sont pas très contents et ils veulent rétablir l'ordre. Et donc, il y a des armées qui vont commencer à se monter, des armées tsaristes, un petit peu partout, ce qu'on va appeler les armées blanches. Et puis, ils vont être aidés il y a au total de 19 pays, je crois, qui interviennent durant cette guerre, dont la France, dont le Royaume-Uni, dont les États-Unis, qui vont envoyer des troupes en Russie pour aider, tout simplement, les armées blanches, en fait. Parce que il faut surtout pas que les bolcheviks puissent rester au pouvoir, parce qu'on se doute bien de l'exemple que ça donne pour les prolétariats des autres pays. D'ailleurs, il y a des cas de troupes françaises qui sont envoyées en Russie qui fraternisent avec les bolcheviks, parce que c'est des prolos qui se rendent compte qu'en fait, c'est peut-être malin ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc ça, c'est pour donner un exemple. Bon, tout ça pour dire que la bourgeoisie, elle a encore des forces. Alors comment est-ce qu'on la bat, la bourgeoisie, alors qu'elle a encore des forces? Et ben en fait, c'est là que va tenir toute la différence entre l'anarchisme et le communisme. C'est que les anarchistes, ils disent, dès qu'on fait la révolution, on supprime l'État. Et pour les communistes, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on a l'État, c'est quoi? C'est un instrument de coercition. Et en fait, nous, prolétaires, la classe travailleuse, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin parce que les bourgeois, il leur reste beaucoup de force, en fait. Il leur reste de quoi nous écraser. Et ça se valide plutôt historiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une révolution communiste, les bourgeois
ont essayé de l'écraser, et quasiment toujours avec succès en fait. Et donc on voit bien que si on n'a pas un instrument de coercition qu'est l'État, eh ben, on n'arrive pas à exercer la coercition sur la bourgeoisie. Donc Lénine affirme, je crois que j'ai une citation qui arrive là, le prolétariat a besoin du pouvoir d'État, d'une organisation centralisée de la force, d'une organisation de la violence, aussi bien pour réprimer la résistance des exploiteurs que pour diriger la grande masse de la population, paysannerie, petite bourgeoisie semi-prolétaire, dans la mise en place de l'économie socialiste. Donc ça va être le deuxième, on va dire, grand intérêt de l'État pour Lénine, ça va être toute la partie plutôt économique. Mais là, on est vraiment aussi dans un contexte précis de juste... c'est la Russie soviétique du début, donc en fait il va y avoir un grand besoin de construction économique puisqu'on est dans un pays très agraire, et donc il va falloir une centralisation aussi économique, mais on ne va pas trop aller dans ces débats-là parce que c'est très complexe. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a besoin pour abattre la bourgeoisie. En fait, c'est aussi simple que ça. Alors, par contre, là, il y a besoin de mettre une nuance très importante. Attendez, là, je vous ai spoilé la suite, merde. Une nuance très importante. C'est pas parce que le prolétariat il prend l'État qui fait la révolution qu'il prend l'État, on va dire, tel quel, qui prend l'État dans la même forme qu'il était avant. Il y a une différence en fait entre ce qu'on va appeler l'État bourgeois et l'État prolétaire, ou l'État de la classe travailleuse. Parce que comme on a vu, hein, l'État c'est un instrument qui sert à poser la domination d'une classe sur l'autre. Sauf que en fait, quand le prolétariat il prend le pouvoir, la bourgeoisie elle est affaiblie. Et elle va faire que s'affaiblir avec le temps, puisqu'on va la combattre. Et donc l'État, la théorie, c'est que avec l'affaiblissement et la disparition de la bourgeoisie, puisqu'il n'y aura plus d'antagonisme de classe, et ben l'État il va s'éteindre progressivement. Et en fait, ce que dit Lénine, c'est que dès le lendemain de la Révolution, l'État il est déjà dans un stade de décomposition avancée. Puisque en fait, ces institutions centrales vont être abolies et remplacées par d'autres, des institutions du prolétariat, on va développer un peu. Et donc là, Lénine dit, c'est ça qui est intéressant, le prolétariat a besoin d'un État. Mais il ne faut au prolétariat qu'un État en voie d'extinction, c'est-à-dire constitué de telle sorte qu'il commence immédiatement à s'éteindre et ne puisse pas, de point, s'éteindre. Toutes les révolutions antérieures ont perfectionné la machine de l'État, or il faut la briser, la démolir. Là, je pense que c'est vraiment une de mes citations vraiment favorites de Lénine all time. Il faut briser la machine de l'État. On voit en fait que, historiquement, à chaque révolution, à chaque changement du mode de production, l'État s'est renforcé. Vous regardez l'État antique, il est très faible. L'État médiéval, il est plus puissant, l'État féodal, il est le roi, et puis de plus en plus, hein, avec la Renaissance, etc., vous voyez, Louis XIV, l'État se centralise, devient plus puissant avec la Renaissance, et puis avec la Révolution française, l'État devient carrément centralisé, il met en place des armées. Tout à fait, ouais. Voilà, donc ça devient quelque chose de plus en plus puissant, l'État. Et bien en fait, la révolution communiste, ça va pas être continuer ce mouvement, ça va être au contraire la destruction de l'État, puisqu'il n'y aura plus d'antagonisme de classe. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a certains communistes qui n'ont pas très bien lu les... Attends, Bah, il reste bloqué à la phase socialiste. je crois qu'on t'entend mal, vas-y. Ouais, ce ok, point-là. super. Bah, c'est ça. Même la phase socialiste, tu vois ce que dit Lénine là, elle est déjà même sous la phase socialiste, l'État est moins puissant, est déjà un peu décomposé, en voie d'extinction. Oui. Tu vois, il n'y a pas besoin d'attendre le communisme pour faire les trucs. Tu vois, il n'y a pas besoin d'attendre 2000 ans qu'on ait développé les forces productives, machin. Non, dès maintenant, dès la Révolution, l'État il est plus faible. Et donc ça, c'est intéressant de le dire. Mais du coup, dans cette Donc, perspective, on a besoin de l'État pour abolir la propriété dans le socialisme. bah oui, clairement. On a besoin de l'État pour En fait, abolir tout ça. On a besoin de l'État pour abattre la bourgeoisie. On peut faire une expérience de pensée toute bête que j'avais fait dans ma série sur Mélenchon. Je coupe juste l'enceinte pour pas. En fait, il n'y aurait pas besoin de prendre le pouvoir politique dans les institutions. On pourrait se contenter juste de prendre l'appareil productif avec un syndicalisme révolutionnaire, par exemple. On pourrait se contenter de ça. Parce que si on fait ça, en faisant ça, en prenant l'appareil productif, on empêche la classe dominante de se reproduire parce qu'elle ne peut plus, du coup, accumuler de la valeur, se reproduire et tout. Le problème, c'est qu'ils ont toujours l'armée, ils ont toujours la police, et il suffit qu'ils votent des décrets à la con et ils nous baissent la gueule en 5 minutes. Donc, et puis ils n'ont même pas besoin de les voter, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc la question de l'État, c'est la question du pouvoir politique, en plus du pouvoir économique. Et au fait, il y a ces deux formes de pouvoir. Je pense que la révolution communiste, c'est il faut prendre le pouvoir économique, parce que si on se contente du pouvoir politique, on est juste réformiste. Et il faut prendre le pouvoir politique, parce que comme tu le dis, ça permet d'exercer une coercition.
Je sais pas si j'ai... Ouais, carrément. Mais je me rends compte que c'est même une partie qu'il faut bien souligner. C'est-à-dire que le central, c'est le pouvoir économique, hein. Le plus important, c'est le pouvoir économique. Mais précisément, le pouvoir économique, c'est donc la reprise des moyens de production par le prolétariat. Bon, je l'ai pas dit, c'est très évident, mais en fait, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est ça le centre. Sauf qu'effectivement, bah, comme tu dis, si on n'a pas l'État, eh ben, ils vont nous envoyer la police et puis c'est fini, quoi. Voilà, globalement. D'accord, on en profite pour saluer à gauche qui est autour de la table, si tu veux prendre la parole, hein, t'actives ton micro, t'es chez toi. Bonsoir, Bonjour tout le monde. tonton. Bonsoir. Continuez. Super. Bon, bah, je continue alors? Sauf si tu reviens un Oui, avec truc. plaisir. Ok. Alors, du coup, citation suivante de Lénine, parce que c'est pas drôle s'il y en a pas beaucoup. Aspirant au socialisme, nous sommes convaincus que dans son évolution, il aboutira au communisme. On fera la différence entre les deux termes après. Et que, par suite, disparaîtra toute nécessité de recourir en général à la violence contre les hommes, toute nécessité de la soumission d'un homme à un autre, d'une partie de la population à une autre, car les hommes s'habitueront à observer les conditions élémentaires de la vie en société, sans violence et sans soumission. Délivrés de l'esclavage capitaliste, des horreurs, des sauvageries, des absurdités, des ignominies sans nombre de l'exploitation capitaliste, les hommes s'habitueront graduellement à respecter les règles élémentaires de la vie en société, à les respecter sans violence, sans contrainte, sans soumission. Sans cet appareil spécial de coercition qui a un nom, l'État. Bon, c'est une citation que j'aime bien, qui est assez belle et qui permet d'introduire en fait aussi deux termes que sont les termes de socialisme et communisme. En fait, c'est très simple. Ce qu'on appelle généralement socialisme, ça va être la phase de dictature du prolétariat, c'est-à-dire que là où, en gros, après la révolution, mais où on n'a pas encore complètement aboli l'État, c'est-à-dire que l'État existe encore, il est en train de dépérir, mais il existe encore. Et puis après la phase du communisme, en fait, eh bien, c'est la phase où l'État a complètement disparu, où la propriété a disparu, où la division du travail a été, on va dire, L'abolition des classes, tout à fait. voilà, bon, l'abolition des classes. Et donc, c'est cette idée qu'en fait, eh bien, quand on sera délivré de toutes ces horreurs, il n'y aura plus besoin d'un État. Enfin, parce que c'est quand même un truc central, ça, c'est on a quand même cette idée que putain, il faudra toujours un État. Tu vois, c'est l'argument qu'on va te dire, il faut quand même des lois, putain, et si ça veut dire que s'il n'y a pas d'État, demain je peux tuer mon voisin. Parce qu'en fait, ça, c'est des questions qui font sens dans notre société capitaliste. Mais quand on sera arrivé dans une société communiste, dans une société où on sera délivré de l'exploitation des horreurs du capitalisme, où tout le monde pourra vivre voilà, c'est la phrase hein, de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, et que ça, c'est véritablement appliqué, bah, ce jour-là, en fait, ça ne fera plus sens. Et effectivement, ça peut paraître un peu lointain, mais en fait, ça l'est pas forcément tant que ça. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment pour les objectifs à long terme. Ok. Tac, 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 je me suis un peu perdu, excusez-moi, il faut que j'avance parce qu'il est déjà 22h. Alors du coup, ça va poser la question de l'anarchisme contre le communisme. Donc, parce que là, on voit bien que Lénine il dit qu'il faut démolir l'État, Lénine dit qu'on n'aura plus besoin d'État à un moment, donc en fait, on a plein de points communs avec les anarchistes. Lénine, il n'a pas de souci avec plein de choses. C'est-à-dire que déjà, il est d'accord qu'il faut une révolution, les anarchistes sont d'accord avec ça, enfin, l'anarchisme, c'est compliqué, hein, c'est plein de tendances, etc. Mais globalement, c'est un rejet de l'État, un rejet de l'autoritarisme, et souvent, Ouais, c'est parce que révolutionnaire. Bon, les proudhonistes sont pacifistes, par exemple. ouais, en vrai, Oui, c'est un ouais, bordel, l'anarchisme, je suis pas oui. pro du tout. Bah, enfin bon, bref, mais en tout cas, on n'est pas en désaccord avec eux sur certains trucs. Par contre, là où on n'est pas d'accord avec eux, c'est qu'en fait, on pense que, enfin, Lénine pense que, mais bon, voilà, moi je suis des communistes, je pense ici, il faut se servir de l'État pour abattre ce qui reste de la bourgeoisie. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc là, Lénine dit, nous ne sommes pas loin du monde en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but. Nous affirmons que pour atteindre ce but, il est nécessaire d'utiliser provisoirement les instruments, les moyens et les procédés du pouvoir d'État contre les exploiteurs. En fait, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que voilà, Lénine il pose la question, je n'ai pas mis la citation là, mais je vous la cite. Les ouvriers doivent-ils, en renversant le joug des capitalistes, déposer les armes ou les utiliser contre les capitalistes afin de briser leur résistance? En fait, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que l'arme du capitalisme, c'est l'État, et bien ça va être l'arme du prolétariat pour le vaincre définitivement. Et donc, il faut abolir en premier lieu les conditions sociales qui ont fait naître l'État, c'est-à-dire la division de la société en classes. Donc, il faut abolir la division en classes, donc détruire la bourgeoisie, pour se débarrasser définitivement de l'État. Et ça implique de se servir de l'État comme d'une arme pour détruire la classe dominante. Et donc, je vais encore une fois citer Engels, je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'Engels aujourd'hui, j'ai même pas la réponse à la question, mais je n'ai même pas fait gaffe.
Et une citation absolument extraordinaire que vous devez connaître, où il va taper sur les anarchistes de manière, je trouve, extrêmement positive et constructive. Il dit, hein, je vous le lis encore une fois, ont-ils jamais vu il parle des anarchistes petits bourgeois, anti-autoritaires, idéalistes, etc. Ont-ils jamais vu une révolution, ces messieurs? Une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit. C'est l'acte par lequel une partie de la population impose sa volonté à l'autre au moyen de fusils, de baïonnettes et de canons, moyen autoritaire s'il en est. Et le parti victorieux, s'il ne veut pas avoir combattu en vain, doit maintenir son pouvoir par la peur que ses armes inspirent aux réactionnaires. La Commune de Paris aurait-elle duré un seul jour si elle ne s'était pas servie de cette autorité du peuple armé face aux bourgeois? Ne peut-on, au contraire, lui reprocher de ne pas s'en être servi assez largement? Donc de deux choses l'une, ou les anti-autoritaires ne savent pas ce qu'ils disent, et dans ce cas ils sèment que la confusion, ou bien ils le savent, et dans ce cas ils trahissent le mouvement du prolétariat. Dans un cas comme dans l'autre, ils servent la réaction. Bon, c'est une citation un petit peu plus agressive que Lénine qui essaie de se faire pote un peu avec les anarchistes, mais je pense que c'est absolument pas incompatible. Hein, voilà. Et c'est une clarification qui montre aussi la nécessité de la violence. Et ce que tu disais, voilà, c'est-à-dire, il y a un moment donné, le pacifisme, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on est dans une société aux classes antagoniques, qui ont des intérêts opposés. Et eh bien, la bourgeoisie, elle utilisera la violence elle l'utilise chaque jour, en vérité, pour conserver ses intérêts. Eh bien, nous, on devra faire également usage de la violence. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, ça semble encore un peu compliqué de décider. Ouais. Excuse-moi. Oui, Non, mais cathédrale. Non, mais on peut ajouter, je sais pas d'où vient cette formule, mais c'est une belle formule de rappeler que la violence, Elle elle vient du dépend texte du que j'ai niveau de présenté. résistance de la classe dominante. Oui. Et en fait, c'est ça. Si on Oui, prend du le coup, cas c'est du d'Allende, texte, montez pas. t'as parlé d'Allende tout à l'heure. Donc Allende, il respecte les règles du jeu, il se fait élire avec les règles de la bourgeoisie dans une démocratie libérale, et il essaie de respecter la Constitution pour socialiser et faire du marxisme. Sauf que, bah, en face, comme c'est leur existence sociale qui est en jeu, il est inacceptable de laisser ça faire. Donc pendant quelques années, ça tient, mais bah, ils finissent par faire un putsch, au fait, à tout prix, avec l'aide des Américains, avec l'armée, avec les putschistes, avec des milices d'extrême droite. Enfin, c'est un carnage. Exactement, exactement. Et voilà, je pense que l'histoire démontre assez bien la justesse de ces trucs-là, quoi. Oui, c'est une des Ah. nombreuses fois de l'impérialisme américain dans la seconde partie du XXe siècle, en Amérique latine notamment. Tout à fait, et ailleurs. Et Oui, ailleurs. ailleurs, oui. Oh, faut que j'avance. Bon, j'ai encore trop de trucs à dire, mon Dieu. C'est assez dense en vérité, hein, comme texte, hein, même si c'est que 70 pages, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, pour autant, on a dit tout ça. Maintenant, c'est quoi la dictature du prolétariat? Ça semble un peu compliqué quand même de se dire qu'est-ce qu'on va mettre en place, parce qu'on se dit, ok, ça doit pas être comme l'État bourgeois, mais à la fois, ça doit être quand même un peu un État, donc c'est un peu tendu. Et en fait, c'est un peu dur de se prononcer, parce que quand on est matérialiste, on n'est pas idéaliste, et donc on n'imagine pas une utopie de comment on va faire les choses. Et donc, c'est un peu par l'expérience concrète qu'on va apprendre. Et c'est pour ça que Marx et Engels, en fait, vont pas trop en parler jusqu'à, eh ben, la Commune de Paris, qui va leur donner l'opportunité de comprendre à quoi ça peut ressembler la dictature du prolétariat. Et donc, on arrive à la troisième et dernière partie, qui va traiter précisément de ce sujet-là. Alors, euh, dans, dans une Attends. Merde, je me suis paumé dans mon truc. Non, c'est pas ça. Ok. Alors, je vais résumer très grandement à grands traits. Marx et Engels observent la Commune de Paris. Donc la Commune de Paris, qu'est-ce que c'est? Je fais encore une fois très rapidement, mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur cet événement historique qui est en fait la première expérience socialiste de l'histoire de l'humanité, on va dire. En fait, en 1871, il y a une guerre entre l'Empire le Second Empire de Napoléon III et la Prusse. Je Et vous la passe les Prusse, détails, oui. Napoléon perd. Et ce qui va se passer, c'est que le peuple de Paris refuse. Il y a un gouvernement républicain qui se forme, et le gouvernement républicain, en fait, va vouloir signer l'armistice, en gros, la paix et la capitulation avec les Prusses. Le peuple parisien refuse cette capitulation et va se soulever, prendre les armes et décréter la Commune de Paris, qui est donc la première expérience socialiste de l'histoire de l'humanité. Et donc, en fait, ça va durer 2 mois et ils seront réprimés dans le sang, hein, c'est un carnage, hein, on parle d'au moins 20 000 morts. Les républicains vont massacrer absolument tout le monde, et ça, c'est l'acte de naissance de la Troisième République, de notre chère République en France. Donc, c'est vraiment un massacre du peuple parisien en armes. Hein. Donc, la Commune de Paris, c'était pas précisément communiste, c'était un mélange de toutes les idéologies de l'époque, beaucoup d'anarchistes, beaucoup d'utopistes. Enfin, c'est très large, Républicainiste. enfin. Oui, bien sûr. Voilà, mais n'empêche que bah, c'est des prolos, qui ont pris les armes,
qui ont pris une institution et qui l'ont transformée et qui ont fait des choses très cool. Et donc, pour Marx et Engels, c'est une putain de source d'inspiration. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait la Commune? Déjà, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé l'armée permanente. Ça, c'est un truc de la bourgeoisie, l'armée permanente. Et ils ont remplacé ça par le peuple en armes. C'est-à-dire une organisation démocratique et volontaire de la classe travailleuse dans une armée de défense, en fait. Donc ça, c'est un changement majeur, parce que c'est le peuple qui décide démocratiquement de l'usage de la force. Et là, on voit que ça change tout. Parce que si le peuple décidait démocratiquement de l'usage de la force dans le régime bourgeois, bah en fait, il tomberait le régime bourgeois immédiatement. C'est pas possible, en fait, ça, dans le régime bourgeois. Il y a aussi la direction politique qui va changer, puisque les conseillers municipaux, ils sont élus au suffrage universel, parce que assez neuf en vrai à l'époque, hein, et ils sont responsables et révocables à tout moment, comme l'ensemble des fonctionnaires d'ailleurs, à commencer par les juges. Alors, les juges, ils sont pas au-dessus de tout, ils appliquent des lois indépendantes, non, ils répondent au peuple. En fait, jusqu'à là, la soumission aux lois et à l'État bourgeois, en fait, c'est la soumission à la bourgeoisie. Là, les juges sont soumis au peuple, pareil pour les fonctionnaires, pareil pour les conseillers municipaux qui sont en fait la direction de cette commune. Et donc, ce qui va être intéressant avec toute cette mise en place démocratique, c'est que d'un coup, la majorité des conseillers municipaux et des fonctionnaires, bah, ça va être des ouvriers. Pour la première fois dans l'histoire. Et ça, bah, y a pas de secret, hein, ça va donner tout un tas de mesures sociales. Alors, ça dure que 2 mois, et ils sont en état de siège et de guerre, donc c'est pas non plus forcément absolument magique dans tous les domaines, mais enfin, réduction du temps de travail, amélioration générale des salaires, bon, beaucoup de choses intéressantes quand même. Et même sur du point de vue droit des femmes, il y a quelques avancées, même si on n'est pas non plus forcément très très avancé là-dedans, mais enfin en tout cas il y a une grande participation des femmes à la Commune de Paris, hein, qui vont la défendre aussi vaillamment que la classe travailleuse masculine, hein, puisque il y a des grandes figures, hein, comme Louise Michel, comme d'autres, etc. Bon voilà. Et donc Lénine, ouais. Non, 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 je disais bien sûr, mais je t'écoute avec attention. Non, mais faut pas hésiter, hein. Et ce que je débite un peu là, voilà. Et donc Lénine dit: la commune est la forme enfin trouvée par la révolution prolétarienne qui permet de réaliser l'émancipation économique du travail. La commune est la première tentative faite par la révolution prolétarienne pour briser la machine de l'État bourgeois. Elle est la forme politique enfin trouvée par quoi l'on peut et l'on doit remplacer ce qui a été brisé. En fait, c'est vraiment cette idée que voilà, on brise la machine de l'État bourgeois et on essaie de faire un État prolétarien qui va lentement dépérir, bien sûr. Mais là, bon, bah, dans le cas de la Commune de Paris, on n'arrive pas à ce stade, bien sûr, hein. Euh, et donc, cette machine-là, eh ben, elle doit avoir des institutions nouvelles, un fonctionnement nouveau, véritablement démocratique au service de la classe travailleuse. Sauf que, bon, bien sûr, hein, la Commune de Paris, c'est une expérience qui est limitée. Limitée dans le temps, ça dure un petit peu plus de 2 mois. Et puis, elle est limitée dans l'espace, c'est une ville. Donc, c'est pas un État prolétaire qui s'étend sur un pays entier. Et donc, il y a plein de questions qui vont rester en suspens, notamment la question de l'organisation territoriale, de à quel point est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de centralisé, l'organisation économique aussi, à quel point est-ce qu'il faut que ce soit planifié depuis un centre ou depuis un truc polycentrique, ou enfin ça va être plein de questions qui se posent en fait. Et bon, la commune avait commencé à répondre à ça, puisqu'ils avaient proposé des plans pour la France, où en fait, il y aurait eu, la commune serait devenue l'unité de base de la France, et chaque commune aurait élu une sorte de délégation nationale à Paris, avec une sorte donc d'unité au niveau national, tout en se fondant sur la commune. Bon, c'était pas très clair, puis ça a surtout pas été mis en pratique, donc on sait pas où ça va. Euh, En fait, Lénine, enfin, il y a toute une relation un peu bizarre avec cette question du centralisme, où en fait, bon, je vais pas plus développer là-dessus, mais faut se dire que c'est des débats vraiment qui ont animé à l'époque le mouvement marxiste et communiste et qui encore aujourd'hui l'animent et qui sont intéressants de creuser parce que là, on arrive vraiment dans le concret de ce qu'est la dictature du prolétariat et que, bah, en fait, pour aller plus loin dans qu'est-ce que c'est que cette dictature du prolétariat, bah, il faut aussi observer les expériences historiques et notamment une de ces expériences historiques, bah, c'est celle que Lénine va mettre en place. Est-ce que je peux intervenir Cathédrale. vite fait là? Ce que tu dis, c'est très Oh, vas-y, intéressant. fonce. Parce que là, la manière avec laquelle la commune va travailler la pensée de Marx et celle de Lénine, et voilà, ça dit beaucoup sur la méthode marxiste. On n'est pas idéaliste. On n'est pas en train de faire des plans sur la comète, on n'arrive pas avec des modèles tout faits. Et en 10 points avec 10 pages de PowerPoint, on va suivre telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Et donc, en fait, il faut attendre l'émergence d'un événement comme la commune pour que ça fasse réfléchir Marx sur ah bah voilà, ça marche, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il aurait fallu ajuster? Et donc, il y a quand même ce truc de on part des expériences concrètes, quoi. On part des expériences concrètes et on n'est pas là pour faire nos messies et dire voilà le chemin à suivre, quoi. Alors évidemment, après, bon, bah, dans le cas de Lénine, lui, il s'est confronté concrètement à un contexte révolutionnaire et il a fallu prendre des décisions et tout. Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant.
le rapport de Marx à la Commune, comment ça va venir retravailler sa pensée, ça va le faire bouger sur certains points, et donc cet aller-retour entre théorie et pratique constant, ça c'est fondamental. Et on Bah, peut bien carrément. préciser que la commune est relativement isolée, mais un petit peu partout dans les agglomérations en France, il va y avoir des communes de soutien qui vont se lancer, notamment à Marseille et à Strasbourg. Il y a une petite histoire sur les communes et les communaires. N'hésitez pas à vous renseigner, à revenir avec nous dessus à l'occasion. Ah, de fou. Il me semble que c'est pas Oui D'accord qui a fait une vidéo récemment sur ça? C'est fort Ouais, il probable. vient de faire un truc sur la Commune de Marseille, je crois. Ouais, voilà. Qui a fait 2 vidéos sur la commune de Marseille, enfin un truc en 2 parties. Ah, bon, on J'ai va la pas mettre. maté ça, mais c'est très quali, hein, ce qu'il fait. Oui D'accord, c'est des formats longs Oui, de 30 minutes, 1 heure. Là, c'est 2 vidéos d'1 heure et j'ai pas encore maté ça, mais je pense que ça doit être un sacré poulet, hein. Ouais, je pense que c'est très bien. Donc C'est allez bien. mater ça. OK, et du Bon, coup, j'allais ah oui, terminer par quoi sur je voulais le... finir? Ouais, vas-y. Non, bah, désolé du coup d'avoir interrompu encore une fois. Non, non, mais oui, il n'y a t'inquiète, pas de souci. t'inquiète, c'est très, 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 très intéressant. OK. Bon, du coup, pour finir, ouais, on arrive à la fin là, je vous rassure, il faudra aller se coucher. Il y a petite citation, encore une fois très longue de Lénine, mais c'est un peu pour conclure sur cette idée de dictature du prolétariat. Et donc la dictature du prolétariat, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, c'est nous-mêmes, les ouvriers, qui organiseront la grande production, prenant pour point de départ ce qui a déjà été créé par le capitalisme, en nous appuyant sur notre expérience ouvrière, en instituant une discipline rigoureuse, une discipline de fer, maintenue par le pouvoir d'État des ouvriers armés. Nous réduirons les fonctionnaires publics au rôle de simples agents d'exécution de nos directives, au rôle de surveillants et de comptables, responsables, révocables et modestement rétribués. Voilà notre tâche prolétarienne, voilà par quoi l'on peut et l'on doit commencer en accomplissant la révolution prolétarienne. Bien voilà, là je pense que on a le résumé de ce que doit être la dictature du prolétariat. Alors, pour récapituler, là je vais vraiment répéter ce qu'on a dit depuis le début, je vous refais la version simple. En fait, on a dit quoi? On a dit que l'État, je suis désolé, j'ai pas pris une diapo pour celle-là, mais l'État, en gros, il est essentiellement composé d'une force coercitive. Cette force coercitive, pourquoi est-ce qu'elle est apparue? Eh bien, parce que la société s'est divisée en classes antagonistes, et donc l'État sert les intérêts de la classe dominante. Et la conséquence, eh ben, c'est que le prolétariat, qui est la classe dominée actuellement, exploitée, eh bien, doit prendre le contrôle par des moyens révolutionnaires pour retourner sa puissance contre la bourgeoisie. Et donc au moment où les prolétariats prend le pouvoir, l'État bourgeois, il change de nature, il devient autre chose. L'État prolétaire, c'est quasiment plus un État, il a perdu certaines des fonctions centrales. D'ailleurs, il y a Engels qui parle de demi-État. La bureaucratie, elle est réduite de façon drastique, et le peu qui reste de la bureaucratie, en fait, il passe sous contrôle populaire. Tandis que l'armée, elle est supprimée, elle est remplacée par le peuple en armes. Et donc, une fois qu'on a supprimé la bureaucratie et l'armée, ou qu'on les a radicalement transformées, eh bien, on voit bien que l'État, en fait, a clairement été modifié, et qu'il va tendre, en fait, à disparaître, à dépérir. C'est vraiment le terme important, c'est dépérir. Donc, en fait, à disparaître lentement. Et donc, ça, c'est pour dire que des fois, il y a peut-être chez certains communistes l'idée de glorifier l'État. Mais l'État, en fait, ça demeure notre ennemi. Et même une fois la révolution passée, il porte en lui toujours hein, le germe d'un retour à la classe dominante. Parce que s'il y a un État, par définition, c'est suspect. S'il y a un État, ça veut dire qu'il y a un antagonisme de classe. Alors, si c'est que la bourgeoisie elle résiste et qu'avec l'État prolétariat, on essaie de la botter, c'est bien. Mais bon, ça veut peut-être aussi vouloir dire qu'il y a une classe qui se sert de cet État. Et ça va être un peu la réflexion derrière qui vient après Lénine. Hein. Lénine, il pouvait pas prévoir ça malheureusement, mais sur la bureaucratie, la mise en place, en fait, tout simplement, d'une classe qui va se servir un peu parasitaire sur cet État et qui va être une classe de gestionnaires qui va finir peut-être à certains égards à redevenir une classe dominante. Et on l'a vu avec l'URSS, hein, comment ça a terminé, eh bien la réinstauration du capitalisme par des gens qui avaient pris le pouvoir au sein de l'URSS. Bon, voilà, Ça, après c'est une les... analyse historique détaillée qu'il faudra en faire. Ah ouais, non mais voilà, et c'est là où, tu vois, on est encore dans ce que je disais tout à l'heure, il faut analyser nos expériences historiques et en tirer un bilan, et voilà, et trouver, analyser les angles morts, et donc analyser le phénomène de bureaucratisation, et cette couche nouvelle qui émerge, qui vient parasiter, et du coup qui va vouloir conserver sa position en conservant l'État, et donc on oublie la révolution, bah, c'est un vrai problème que les anarchistes avaient un peu anticipé, hein, j'ai l'impression aussi.
Ouais, bah carrément. Les anarchistes avaient. Ah bah, après, en fait, c'est un peu le dilemme insoluble. C'est-à-dire que si on garde l'État, il y a le risque d'un retour de la domination. Et si on enlève, si on abolit l'État, bah juste on se fait poutrer par la bourgeoisie seconde 2, quoi. Donc c'est toujours le problème. Après, en fait, c'est à nous de penser à un État prolétarien avec des institutions, des mécanismes de régulation qui permettent de pas tomber dans ce genre de problème, quoi. En vérité. Bah ouais, Donc ouais, voilà. bah, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du roulement constamment. Il faut qu'il y ait de la révocabilité à fond, révocation, je sais pas comment. Il faut qu'il y ait des mandats, il faut que, tu vois, un peu sur le mode de fonctionnement de. Si tu prends la CNT, oui, ils existent toujours pour ceux qui savent pas. La CNT, bon, je sais pas, sur Toulouse, ils sont 40, genre, et ils sont organisés de manière très exemplaire, hein. C'est vraiment, ils sont mandatés, révocables, ça tourne constamment. Quelqu'un qui prend un poste, il reste, je sais pas, 6 mois en place, et puis ça tourne. Et ça, d'ailleurs, la commune, hein, c'était un peu comme ça. Marx, il en parle. Et bon, bah voilà, il y a des choses à mettre en place pour rompre avec le phénomène de pantouflage, de je sais pas quoi, ouais. Et d'ailleurs, même à Bah l'échelle, ouais, parce de que fou. là, on pense à l'échelle de l'État, mais ça, c'est des choses qu'il faut penser aussi à l'échelle d'un parti prolétarien. Ah, ça, c'est clair. Parce que c'est le Et même à problème, hein. l'échelle locale aussi, Actuellement, hein. actuellement, le révisionnisme du Parti communiste, le Parti communiste s'est fourvoyé dans la social-démocratie. Le révisionnisme du Parti communiste, il est en partie lié à ce phénomène de pantouflage et de bureaucratisation et nanani nanana. Clairement. Clairement, hein, on a eu une bureaucratisation aussi des organes qui étaient censés, enfin qui ont représenté notre classe longtemps et qui en fait, bah voilà, se sont leurrés aussi, bon, dans plein de choses. Bon, c'est un grand débat, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu de rotation, parce qu'il y a eu des dynasties de gens qui ont occupé des postes toute leur vie et puis qui étaient payés par l'État bourgeois d'ailleurs, hein, c'est des députés, des maires, etc. Bon, après, c'est tout un sujet. Euh, mais c'est clair que c'est un souci, un gros problème. Donc voilà. Et donc effectivement, en fait, c'était ma conclusion un peu générale, c'était ça, c'est cette idée de maintenant à nous, Lénine, il a écrit ce qu'il a écrit en 1917, à nous d'aller voir les autres expériences socialistes, communistes, enfin pareil, voilà. Bon bref, mais en tout cas ce qui s'est fait, donc d'aller voir un peu l'URSS, qu'est-ce que ça a donné, comment ça s'est transformé, enfin ça a duré 70 ans hein, l'URSS, hein, donc c'est un phénomène complexe, il y a plein d'analyses, c'est compliqué, moi je suis vraiment loin de tout maîtriser. Puis après t'as la Chine, t'as Cuba, si tu veux, tu peux faire la Yougoslavie, enfin il y en a des dizaines, hein. Donc, en fait, voir aussi les formes différentes que ça prend selon les contextes, etc., etc. Et je voulais juste conclure par un peu le travail, parce que c'est un travail qu'ont fait notamment deux intellectuels contemporains. Ah merde, j'avais un truc sur le récapitulatif. Oh le con, putain. Bon, bah, Mais je tu vous le laisse admirer partageras cette slide. tu nous le partageras en capture Euh, d'écran, s'il te plaît. ouais, c'est pas grave. Voilà. Euh, Donc c'est ça, bon, c'est ce qu'on a dit, hein, grosso merdo. Et oui, voilà, et donc ce sur quoi je voulais vraiment finir. Putain, mais j'avais. Ah oui, voilà, c'est ça. On y arrive, attendez. Putain, attendez, j'avais des citations. Oh là 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 là, j'ai rien compris à mon diapo là. Euh, Bon, on ouais, reprend c'est si pas tu veux, grave. t'inquiète. On arrive à la fin. Putain, j'ai deux citations là carrément. Ah ouais, ok. Bon, je voulais les citations. Et après, on arrive à ce que je voulais dire sur les institutions dans la dictature du prolétariat. Euh, Attendez, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous les lire? Le jour, là 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 là. Ouais, non, un peu intéressant celle-là, parce qu'en gros, il dit, bon, je lis juste la fin. Le jour où il devient possible de parler de liberté, l'État cesse d'exister comme tel. Ainsi proposerions-nous de mettre partout à la place du mot État le mot communauté. Je vais pas essayer de le lire en allemand. Excellent vieux mot allemand, donc, répondant au mot français commune. Donc en fait, bon, encore une fois, je vais pas faire de l'allemand, mais en gros, cette idée que euh, l'État est l'ennemi de la liberté. Un jour, nous abattrons l'État et enfin, il y aura la liberté. Et enfin, nous vivrons voilà, avec une nouvelle organisation commune, communauté, etc. etc. Voilà. Je sais pas si ça inspire quelque chose à quelqu'un. Et la dernière citation que je voulais mettre, qui est assez jolie parce que ça, c'est sur notre horizon à toutes et à tous, et je pense qu'en tant que communiste, c'est ce qui doit nous faire envie et nous faire rêver. Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l'asservissante subordination des individus à la civilisation du travail, et avec elle, l'opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel, alors seulement l'horizon borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé, et la société pourra écrire sur ses drapeaux, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins.
Tant que l'État existe, il n'y a pas de liberté. Quand il y aura la liberté, il n'y aura plus d'État. L'État pourra s'éteindre complètement quand la société aura réalisé le principe de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire quand les hommes se seront si bien habitués à respecter les règles fondamentales de la vie en société et que leur travail sera devenu si productif qu'ils travailleront volontairement selon leurs capacités. Chacun puisera librement selon ses besoins. Voilà, et donc pour terminer, je voulais vous parler de Bernard Friot et de Frédéric Lordon qui proposent très précisément ce qu'on disait là, c'est-à-dire des institutions pour la dictature du prolétaire. Alors, pas vraiment comme ça qu'ils vont le dire, mais on va dire des institutions pour le socialisme, pour après, on va dire que c'est deux intellectuels contemporains, pour ça que je dis c'est intéressant de le mentionner, qui vont essayer de penser qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Friot et Lordon, ils se placent dans des espaces assez critiques de la vision léniniste, parce que Friot comme Lordon, ils sont pas spécialement léninistes. Alors, Friot, il est lui ouvertement anti-léniniste, parce que pour lui, attendre une révolution, puis après le dépérissement de l'État, etc., lui il dit que c'est une croyance un peu religieuse, la croyance en le lendemain, le paradis, je sais pas trop quoi. Enfin, il développe un peu là-dessus, on s'en fout un peu. Mais ça pour dire que lui, il croit pas trop en la révolution, il croit dans le communisme déjà là, il croit dans des réformes progressives en réalité, même si c'est plus compliqué que ça. Et c'est pas inintéressant ce qu'il dit, mais on va dire que c'est pas du tout une vision léniniste. Par contre, Frédéric Lordon, lui, c'est un peu moins clair pour lui sur la nécessité de la révolution, mais en tout cas, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a développé la nécessité et le rôle des institutions communistes à construire. Et d'ailleurs, il rentre en contradiction avec la théorie du dépérissement d'État parce qu'il estime que pour lui, l'État sera toujours nécessaire. Alors, ça, il le dit clairement dans plein d'interviews, si vous écoutez, il dit toujours, on aura toujours besoin d'un État, c'est n'importe quoi, la suppression de l'État, machin et tout. Sauf que, en vrai de vrai, il n'a pas exactement la même définition de l'État que Lénine, parce que pour Lordon, l'État c'est, bon je vais citer parce que c'est quand même complètement fou, c'est du Lordon et ça va pas sortir là, un ensemble de fonctions collectives opérées sur un certain ressort dans et par des constructions institutionnelles. Donc en gros, c'est l'idée que merci. l'ensemble des institutions présentes à un niveau macroscopique et qui effectuent des fonctions sociales, c'est l'État. Bon, en gros, tout ce qui fait des trucs, c'est l'État, selon Lordon. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a résume. des institutions, ils considèrent que c'est l'État de mémoire. Ouais. Voilà, Bah oui. donc en fait, on voit bien que ça n'a aucun rapport avec Lénine, parce que Lénine, il désigne l'État comme un instrument de domination d'une classe sur l'autre, ce qui n'est pas exactement pareil. Et donc en fait, Lénine, ouais, Non, mais j'allais dire que, au fait, moi, j'ai toujours été un peu sur ma faim avec la définition de Lénine, enfin, la définition marxiste. La théorie de l'État, de toute façon, elle est pauvre dans le marxisme, je trouve. bah Et c'est moi, clair. j'ai toujours été un peu sur ma faim au sens où c'est très situé. Donc, c'est très bien pour situer historiquement l'État-nation qui accompagne le développement du capitalisme. Et donc, c'est un instrument de classe, de domination, tout ce que tu veux, ok. Mais après, comment on pense les autres formes d'institutions, et voilà, parce que, bon, il y a des institutions. Et je sais pas, voilà, ça m'a toujours un peu interrogé. Mais bon. Ben moi aussi, mais en vrai je vais juste relire c'était ma conclusion, j'avais fait en vidéo sur cette question, je vais juste relire ça parce que c'était exactement enfin ça part de ce que tu dis. En fait, Lénine ne définit pas clairement le terme d'État, et donc c'est ça qui pose problème, parce que si c'est certain que Lénine il a raison quant au dépérissement de l'armée, de la police, des institutions répressives, c'est autour de la question de l'organisation, notamment de l'économie, que viennent les problèmes. Et donc la question qui se pose, c'est peut-on véritablement imaginer une organisation économique avancée sans État? Lordon, lui, répond par la négative. Et on peut difficilement lui donner tort, même si cet État n'aurait sûrement strictement rien à voir avec l'État bourgeois actuel. En fait, la question d'État, elle est compliquée, et on voit aussi que c'est un problème de définition. Parce que si on peut critiquer le manque de rigueur de la définition de l'État selon Lénine, la définition de Lordon, elle n'est pas bien utile, parce qu'en fait, c'est toutes les institutions. Alors, si l'État, c'est toutes les institutions, alors oui, on aura toujours besoin d'un État. Et d'ailleurs, Lordon, il dit même que, par exemple, dans le Rojava ou dans le Chiapas, pour lui, c'est des États. Donc, de ce point de vue-là, en fait, ça rentre pas forcément en contradiction non plus avec Lénine, même si c'est juste un peu bizarre des deux côtés. Bon, mais quand même, pour autant, moi je trouve que, voilà, comme tu dis, là où c'est super important la définition de Lénine, c'est que l'État, ça désigne bien quelque chose, ça désigne bien une force coercitive au service de la classe dominante. Et ça, depuis toujours. Alors que, par exemple, l'exemple que je donne, mais la Fédération française de football, selon Lordon, selon sa définition, c'est un État, tu vois. Donc, c'est une institution de l'État. Donc, on voit bien que c'est un souci, alors qu'en fait, non, genre, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, bon, voilà, après, c'est pas non plus qu'un conflit définitionnel, parce qu'on voit clairement des oppositions sur le fond. Notamment sur la manière de faire les choses, de percevoir les institutions communistes, parce que Lénine il est vachement dans un truc aussi à draguer des anards, en vérité. Donc c'est pour ça qu'il le définit aussi pauvrement et qu'il joue aussi là-dessus. Mais dans le fond, en fait, l'État que propose Lordon, c'est déjà presque plus un État au sens entendu par Lénine, parce que quand on voit un peu ce qu'il propose en termes d'institutions, C'est pas une définition voilà. historique. C'est anti-marxiste, quoi. C'est ça, c'est pas une définition historique, et donc c'est pour moi pas forcément super marxiste, ouais. Voilà. Et donc, ouais, vas-y.
Non, vas-y, continue ta conclusion. Non, bah, j'avais quasiment fini là, j'avais juste ma petite ouverture de fin. Ah bah, ouvrons la fin, Après, avec juste Bon, plaisir. pour bah, la apporter fin de la alors c'est, contradiction, excuse-moi, non, bah, merde. non, vas-y, vas-y. En fait, bon, c'est une petite anecdote comme ça, mais une fois j'étais à une conférence avec des mecs de la critique de la valeur. Alors pour ceux qui savent pas Oh ce que là! c'est, la critique de la valeur, c'est La une version tendance critique. marxiste, c'est une tendance marxiste très spécifique qui va développer une lecture de Marx vraiment très 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 particulière. On va pas rentrer dans le détail. Mais eux, ils revisitent la théorie de l'État et ils disent, voilà, la théorie de l'État chez Lénine, tout ça, ça va pas trop. Ils considèrent tout à l'heure, je vous ai expliqué l'articulation infrastructure-superstructure. L'État, c'est une forme superstructurelle. Bah, la critique de la valeur va considérer que l'État, c'est une forme infrastructurelle. Donc ça conditionne autant l'organisation sociale que la base économique, que les rapports économiques, que l'organisation de la production. Voilà. Donc la critique de la valeur va apporter ce truc-là. Bon, c'est à méditer. Je sais pas, je suis pas très convaincu, mais voilà. Je vous donne des billes comme ça. Je sais pas pour ceux qui seraient curieux. Ah, tu veux encore nous parler de post-marxiste, mais Chris n'est pas là, donc ça devrait le faire. Du coup, moi j'ai une série de questions sur l'État et la Révolution, mais peut-être qu'on peut prendre des précisions. Mais non, mais t'étais dans ta conclusion. Conclue donc. Ah oui. Bon, c'est très bref, juste pour dire que voilà, la question donc en fait qui se pose avec tout ça, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à la fin il y aura quand même un besoin d'institution, mais encore une fois il faut pas raisonner en idéaliste, hein. Je veux dire déjà faisons la révolution, on verra ensuite aussi, tu vois. Mais en tout cas, on voit bien que même dans une société communiste, il y aura toujours besoin d'institutions et d'institutions communistes. Alors est-ce que ça veut dire que c'est un État ou pas? En fait, la question de réclamer un horizon sans État ou pas, au-delà de tous les débats politiques, c'est aussi une question de choix de mots, une question de communication. Et moi, je pense, mais c'est mon avis, c'est peut-être ma tendance anarchiste, je sais pas, que c'est important de mettre au centre de nos discours la nécessité du dépassement de l'État parce que l'État, ça reste un outil de domination. Et donc aller vers de nouvelles formes institutionnelles communistes, oui, clairement, il va falloir, on s'y dirige, mais néanmoins, je pense que l'État a toujours été l'ennemi de la classe travailleuse. On le subit chaque jour, la classe ouvrière, la classe travailleuse le sait, et notamment dans, ses, pas- dans, la, dans sa composante racisée qui est la plus exploitée au travail et qui est encore plus réprimée par la police notamment. Mais je veux dire, tout le monde sait très bien que l'État c'est une machine violente, c'est une machine bureaucratique, et je pense qu'en tant que communiste, pour se rapprocher aussi des masses et parce que nous sommes dans les masses et vraiment avoir un discours qui touche, je pense qu'une critique radicale de l'État et dire qu'il faut supprimer l'État, qu'il faut éliminer l'État pour libérer la classe travailleuse, et ben, je pense que c'est intéressant et donc, comme dit Lénine, hein, détruire l'État, le démolir méthodiquement, et ben, c'est à mon avis un programme intéressant pour mobiliser aussi les masses. Mais là, c'est des questions plus politiques et concrètes que théoriques. Voilà, c'était pour la petite ouverture et puis je pense qu'on peut lancer la discussion. Eh bien, avec plaisir. Alors d'abord, on te remercie. Il y a pas mal de demandes pour savoir si tu peux laisser le diaporama ou un Ouais, PDF de ton diaporama accessible. ben on va faire ça. Je peux vous Plaisir. l'envoyer où? Attends, j'arrête le live et je Alors, l'envoie si dessus. tu le, ouais, si tu l'as en PDF, tu l'envoies ici et nous, on l'épinglera pour les autres. Et sinon, tu peux le mettre dans livret œuvre. Il y a un channel spécial, il me semble, ouais, qui s'appelle œuvre. Tu peux le mettre dans œuvre, par exemple. Putain, j'ai En pas Canva plus, Pro et j'ai mis des trucs avec filigrane, il veut pas que je télécharge. Attends. Oh la bêtise. ça presse pas, hein, si c'est dans 48 heures, c'était en 48 heures. Non, c'est parfait, ça va le faire. Ça marche Allez. parfaitement. Ok, peut-être cathédrale. Est-ce que tu as appris des choses, tiens, pendant que notre camarade est occupé? J'ai appris des choses dans votre introduction historique parce que je suis une quiche en histoire. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est D'accord. incroyable. Sur la première internationale ou sur les révolutions russes? Je sais plus, j'ai déjà oublié parce que j'ai une mémoire d'huître, mais voilà quoi. Non, mais c'était cool votre remise en contexte en tout cas, c'était cool. Ouais, grave, non, c'était assez intéressant d'avoir vraiment ce qui se passe avant et tout aussi, quoi. Enfin, genre, c'est nécessaire.
Oui, et puis pour rappeler que le débat entre centralisme et fédéralisme, entre anarchistes et marxistes, c'est un débat qui existe et qui est très présent, notamment à l'époque de la Commune, et qui le sera aussi à l'époque des révolutions bolcheviques. Parce que, alors, on l'a pas fait dans le détail, mais on le fera peut-être à l'occasion, en conclusion ou quoi, je sais pas ce que tu en dis penser, mais un petit retour plus détaillé sur les révolutions russes qui vont mener jusqu'à octobre, novembre, pour être tout à fait précis, 1917. Oui, pardon. Du coup, c'est bon, tu es Ah, prêt de ton d'ailleurs, mais côté? attends, je Oui, suis désolé, mais j'ai oublié de parler d'un truc quand même essentiel, c'est que si vous voulez de la contradiction sur ces débats-là, plutôt que d'aller voir des débats entre marxistes et voilà, d'autres tendances, enfin on s'en fout un peu, je veux dire, allez voir les débats au sein du marxisme. Et bah, typiquement, le débat entre Lénine et Rosa Luxembourg, c'est passionnant. ah oui, Rosa Luxembourg, oui, elle va critiquer vas-y, vas-y. Rosa Luxembourg, elle va réaffirmer la nécessité pour les travailleurs de prendre en main la révolution de manière démocratique. Elle va critiquer le centralisme démocratique défendu par Lénine au sein du parti. Elle va critiquer l'organisation très verticale et centralisée de l'Union soviétique. Enfin voilà. Donc au sein du marxisme, il y a de la conflictualité, il y a des débats théorico-pratiques. Euh, et c'est assez passionnant à aller creuser, quoi, parce que ça éclaire notre actualité. Mais carrément, hein. Et après, là, on va dire que l'état et la révolution, c'est là où c'est genre génial, c'est une base de travail extraordinaire. On a ça, et alors après, tu peux aller creuser, mais très loin, très très loin. Oui. Oui, qu'on l'a pas cité, mais il y a un vrai dissensus, de vrais désaccords sur ces questions-là entre Rosa Luxembourg et Lénine. Tu peux peut-être un peu approfondir, Catherine? Bah, je maîtrise pas assez le débat encore parce que je n'ai pas approfondi tant que ça. Là, je bosse sur d'autres D'accord. choses sur Luxembourg, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Ouais. Ok. Ok. Redis exactement, c'était quoi la question? Ah, bah, les distances entre Rosa Luxembourg et Lénine sur les questions de centralisme démocratique et sur Ah, d'autres questions, ouais. notamment sur les questions de la méthodologie révolutionnaire. Ouais, En non, fait, je veux pas maîtriser assez non plus. Luxembourg, elle Mais va être si très critique. vous savez pas, c'est pas grave, hein. Non, mais en gros, voilà, enfin, il y a ce que j'ai dit, et Luxembourg va vachement réfléchir sur le rôle du parti. Est-ce que c'est le parti qui dirige les masses, ou est-ce que c'est les masses qui, par la pratique, deviennent révolutionnaires, gagnent en conscience de classe, et du coup, le parti est juste là pour accompagner. Voilà, c'est la place de l'avant-garde aussi. C'est tous ces débats-là, c'est des débats passionnants. Et on est encore dedans. Et je vois qu'il y a Johan, je pense aux Gilets jaunes. Bon, enfin, on est vraiment dedans, on est vraiment dedans. Euh, Voilà, quand il y a eu on les t'a pas Gilets demandé jaunes. encore, mais on lui a pas demandé, mais si tu veux monter, je te lance l'invite et tu montes, hein. Hop. Bon, voilà, en tout cas, Luxembourg, elle a cette particularité de réaffirmer la nécessité pour le prolétariat de s'emparer de son destin. Voilà. La révolution prolétarienne, c'est une révolution pour et par le prolétariat démocratique. Et au fait, elle va combattre ce qu'elle voit déjà à partir du moment où les bolcheviks prennent le pouvoir, à savoir potentiellement déjà une forme de confiscation de la révolution par une avant-garde. Voilà. Et c'est ces débats-là, on est en plein dedans, hein. Du Parce coup, que là, comme alors, oui, vas-y. vas-y, Vas-y, vas-y. j'ai fini, j'arrête. Du coup, vous avez le PowerPoint qui est disponible dans Œuvre, dans Découvrant les lignes, qui est un salon que vous avez accès si vous avez le disciple et si vous ne le voyez pas et que vous souhaitez y avoir accès, faites signe dans Bistro TXT, on vous donnera la permission d'y accéder. Ensuite, du coup, pourquoi l'État et la Révolution, dis-moi? Pourquoi avoir choisi ce texte? Pour commencer, bah parce que du coup c'est le texte le plus déjà abordable en vérité, je pense, même parce que les autres vont être un peu plus compliqués du point de vue historique, même si on va simplifier. Après, je dis pas que c'est simple hein, ce qu'il y a dedans, genre vraiment l'assimiler, c'est beaucoup de choses, mais aussi parce que je pense que c'est poser la base. C'est-à-dire que là, on va avoir, bon, je vais pas spoiler les prochaines sessions, mais on va avoir une session sur l'impérialisme, une section sur que faire, et donc qui va être plutôt la question de la prise de pouvoir, de comment on s'organise pour la prise de pouvoir. Et puis Mhm. après, il va y avoir
une session sur le gauchisme et une session donc sur les questions nationales, coloniales, etc. Et donc, en vrai, poser pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, avant de dire comment on le fait, en fait, ça paraît cool, quoi. Donc là, c'était un peu histoire de poser les grandes choses, et puis voilà, je pense que c'était le bon choix de commencer par ça, mais on aurait pu commencer par que faire aussi, c'était pas injouable, mais je pense que au final, peu importe, puisque tout le monde sera présent, bien sûr, et présente durant les 6 séances et écoutera parfaitement tout ce qui sera dit. D'ailleurs, on en profite pour faire une petite précision. La semaine prochaine, il n'y aura pas de séance parce que, comme vous le savez, pour cet espace, on organise une émission qui s'appelle Eago. Et donc, la semaine prochaine, le 3 mai, on va recevoir, donc le lendemain du jour prévu, on va recevoir nos invités du jour. Et donc, du coup, on a rendez-vous à 21h30 si ça vous intéresse. Et donc, la séance d'après, c'est le 9 et ce sera sur Que faire, c'est bien ça? Et ce sera sur Que faire, exactement. Super. Hop, alors je voyais qu'il y avait une série de questions, on va les prendre. Est-ce que j'en ai une autre? Euh, oui, l'importance de Que faire dans une lecture contemporaine. Tu m'as entendu penser, pardon? Pardon, Tu as le micro excusez-moi, coupé. je crois que j'ai Pas de coupé, souci. et le son et le micro. Je suis désolé. Ah, ok. Je Je n'ai absolument rien dit qui c'est demain, donc ça va, ça aurait pas été un scandale. Mais ceci étant dit, du coup, ma question, c'était l'importance de la lecture de l'État et la Révolution dans le contexte actuel, contemporain. Ouais. Alors, extrêmement important pour plusieurs choses. Et là, j'aurais voulu vous repartager le diapo, mais c'est pas grave. C'est les questions qu'on posait au début, là, de l'intérêt actuel. La première, je pense, question, et en fait la plus importante aujourd'hui, c'est réforme ou révolution. C'est cette idée que l'État est l'État de la bourgeoisie. Et investir l'État depuis ses règles, c'est faire le jeu de la bourgeoisie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase où notre mouvement il est faible, notre organisation générale est faible. Elle pourrait l'être plus, hein, on a des forces vives, hein, faut pas déconner, mais n'empêche qu'on a été mieux historiquement, et donc on est dans un moment où on n'arrive pas à concevoir les possibilités révolutionnaires. On est dans un moment où, en vérité, on est très attaché à la défensive, en se voit, on se fait attaquer nos conquis sociaux tout le temps. Et donc, on a du mal à voir les possibilités révolutionnaires, on reste beaucoup trop concentré sur des choses réformistes. Et ça se voit très bien, parce qu'aujourd'hui, quel est l'espoir de la gauche? Chez qui tout le monde à gauche, mais on va dire ses espoirs, bah, c'est Mélenchon, c'est la France insoumise. Bon, alors peut-être d'autres le mettent dans le PCF, hein, je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, c'est sur des options réformistes pour la majorité des gens, même que ce soit en vérité, même le NPA de Poutou, hein, aujourd'hui, qui est assez réformiste. Toutes ces options-là sont réformistes. Et Lénine, il nous montre que tout ça, c'est une impasse. Mais c'est une impasse complète. On peut pas aller là-dedans, en fait. Donc, on doit construire autre chose. On doit construire une organisation capable de battre l'organisation de la bourgeoisie, une organisation assez organisée, assez complète, assez forte, assez armée en vrai, parce que c'est aussi des problématiques très concrètes, mais armée idéologiquement, en masse, voilà, hein, c'est pas forcément non plus que faire la guérilla, mais ça peut l'être aussi. Et donc, il nous faut cette organisation-là pour vaincre l'État bourgeois, pour vaincre la bourgeoisie et pour faire advenir un monde nouveau, libéré de l'oppression et de l'exploitation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, du fait de notre situation, on a tendance à ne pas voir les possibilités révolutionnaires et surtout la nécessité révolutionnaire. On a tendance à se bloquer dans un réformisme qui peut avoir des intérêts. Enfin, je veux dire, Mélenchon, je ne vais pas dire non plus que c'est le monstre et qu'il faut surtout pas lui donner l'heure, hein. Je veux dire, moi je comprends tout à fait les gens qui militent chez Mélenchon, qui militent à la FI. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'entend. Mais néanmoins, c'est quelque chose de tout à fait limité et qui ne permettra jamais d'aller plus loin, d'obtenir véritablement un nouveau monde. Voilà, enfin, bon, je pense que ce que je dis là est assez classique, mais n'empêche qu'on a tendance à l'oublier, je pense un peu trop, et que c'est là où revenir au livre et à Lénine peut être très intéressant, et à l'expérience historique, bien sûr.
Voilà, je pense que c'est pour ça que c'est super important de revenir sur l'État et la Révolution aujourd'hui. Et après, ça veut pas dire qu'il faut cracher sur Mélenchon toute la journée non plus, mais enfin, c'est important, quoi. Hop, super. Est-ce que vous voyez des questions anonymisées ou pas? Je parle à la modération autour de moi, ça va sans dire, hein, pardon, hein. Timothée, il y Euh, avait une question de Timothée qui a écrite. et oui, mais je sais pas si c'est anonymisé ou pas. Je sais pas, il Euh, répond pas. et oui. Alors, du coup, pour vos questions, est-ce que vous pouvez préciser si vous souhaitez être anonymisé et enregistré? Si vous souhaitez être anonymisé, c'est-à-dire qu'on peut la poser pour vous anonymement et de fait, vous êtes enregistré, mais on ne sait pas que c'est vous. Et si vous voulez attendre la fin de l'enregistrement pour venir poser la question de vive voix, c'est tout à fait possible aussi. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres questions là? Des questions, hop, hop, hop. Et ça parle de la CGT, ça parle, oui, non, mais ça, on va y venir. Eh ben, écoutez, on va couper l'enregistrement et on va remonter les questions non enregistrées, si ça vous va. Je sais qu'il y avait. Hop, attendez, comment on fait couper? On fait ça.